Depuis l'Antiquité, l'humanité aspire à posséder des pouvoirs extraordinaires et au XXe siècle, une mystérieuse météorite s'est écrasée au pôle sud. Des scientifiques ont extrait de la météorite une substance capable d'accroître de façon illimitée la force humaine et de révéler le potentiel caché. Cette substance est appelée impulsion du dragon, et d'un commun accord, la recherche a été secrètement confiée au contrôle du gouvernement. D'après des données classifiées, son activation libère le potentiel du corps, conférant à une personne une puissance incommensurable. Le pouvoir excessif éveille le mal chez les hommes, les transformant en machines à tuer dérangées et provoquant une destruction terrifiante sur le monde. Malheureusement, la substance a disparu du jour au lendemain, déclenchant un conflit entre le bureau de la sécurité et le milieu criminel. L'homme fait défiler les actualités sur son smartphone, figé dans la confusion alors qu'il tente de comprendre ce que diable est ce Dragon Pulse. Fixant l'écran de son téléphone, le jeune homme déclare sous le choc que toute cette histoire semble tout droit sortie d'un manhwa. Le type fixe l'écran et hurle de joie après avoir reçu une mission absolument géniale directement du patron Lu en personne. Xiang Yang confirme qu'il est prêt à accepter le poste, et le sévère patron Lu promet de lui envoyer l'adresse exacte plus tard. Ses rêves d'exploits héroïques sont interrompus par un appel entrant soudain, car sa mère appelle toujours au pire moment. Xiang Yang décroche le téléphone et sa mère lui annonce brutalement qu'il doit absolument avoir un rendez-vous à l'aveugle aujourd'hui. Cherchant désespérément un trésor dans son nez, cet imbécile naïf tente d'esquiver le rendez-vous en prétendant être extrêmement occupé par son travail. Le jeune homme, l'air sombre, traîne les pieds sur le quai de la gare tandis que la voix autoritaire de sa mère au téléphone ne lui laisse absolument aucune possibilité de refuser. Le jeune homme nerveux s'excuse au téléphone, tentant en vain de convaincre sa mère qu'il a un travail important à faire ici. Accablé par la pression psychologique insoutenable des incessantes remontrances téléphoniques de sa mère, le jeune homme roux est contraint d'accepter ce rendez-vous. L'homme confirme à contre-cœur le nom de l'hôtel, impatient de mettre fin au plus vite à cette conversation épuisante avec sa mère. Le regard du jeune homme se fixe sur la main d'un inconnu qui se rapproche lentement et dangereusement des cuisses d'une passagère sans défense dans le wagon. La belle, furieuse, serre les poings de frustration face aux innombrables pervers qui la harcèlent sans vergogne dans le métro. Une lueur mystique enveloppe la main du harceleur, tandis qu'il aspire secrètement l'énergie vitale directement du corps du passager, sans méfiance. Le méchant anticipe son triomphe après avoir découvert un parasite rare, le Dragon Pulse, qu'il compte absorber en offrande à son maître. Un sourire sinistre se dessine sur le visage de l'étranger, tandis qu'il imagine les éloges généreux qu'il recevra de son maître pour avoir mené à bien cette sale besogne. La main puissante du jeune homme aux cheveux roux saisit soudain le poignet du criminel, interrompant le vol magique en plein milieu du processus. D'un coup puissant, le jeune homme aux cheveux flamboyants envoie son adversaire valser, lui coupant le souffle et lui ôtant son chapeau. Les passagers assistent avec stupéfaction à la chute du malheureux voleur sur le sol du wagon après avoir subi une violente contre-attaque. Le défenseur, animé d'un profond sens du devoir, déclare avec sévérité que des animaux comme celui-ci ne méritent rien de moins qu'une correction brutale, tandis que la fillette sauvée s'accroche timidement à son épaule. Rougissant de gêne, la charmante inconnue remercie sincèrement son sauveur pour son courage. Se grattant maladroitement l'arrière de la tête, le gentil garçon aux cheveux roux flamboyants esquisse un sourire satisfait, en acceptant sa gratitude tout en essayant de paraître modeste. Le méchant pousse brutalement la rousse vers la jeune fille, tentant de profiter du chaos pour s'échapper des lieux du crime. Perdant l'équilibre suite à la poussée, le sauveteur percute le passager et les deux tombent sur le sol du train dans une position incroyablement inconfortable. Se retrouvant dans une situation compromettante, le combattant laisse échapper un gémissement étouffé de gêne, le visage enfoui dans le profond décolleté de sa compagne. Ne comprenant pas la situation, la jeune fille, furieuse, gifle son sauveur, le prenant pour un pervers sans scrupules. La belle, offensée, s'éloigne en trombe, lançant des remarques acerbes sur le fait d'avoir pris un pervers pour un gentleman, tandis que le pauvre homme ne peut que se frotter la joue brûlante, confus. Reniflant avec ressentiment, le héros faussement accusé se plaint de la difficulté à faire de bonnes actions de nos jours. 2 heures plus tard, le jeune homme arrive à l'hôtel de luxe où doit avoir lieu son rendez-vous à l'aveugle et prévient rapidement sa mère par téléphone. L'homme, perplexe, scrute plus profondément la pièce, visiblement incapable de trouver ce qu'il avait imaginé, et se demande si quelqu'un se moque de lui. Stupéfait par ce qu'il voit, le jeune homme se demande avec horreur comment sa mère a pu l'envoyer à un rendez-vous avec une femme aussi terriblement musclée et à l'apparence si inhabituelle. L'homme, sous le choc, craint sérieusement que sa famille ait fait faillite et ait décidé de le vendre à une riche épouse, mais il se déclare intérieurement qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse jamais accepter un tel mariage. La vibration soudaine de son téléphone dans la poche de son jean fait sursauter le héros, interrompant ses pensées
paniqué, concernant son rendez-vous à l'aveugle désastreux. En sortant son téléphone, il voit un message de Boss Lu contenant une adresse, ce qui l'incite à revérifier une dernière fois ses plans pour la soirée. Rassemblant son courage, il explique poliment mais fermement à la belle qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre et, prétextant une mission de travail urgente, tente de s'échapper précipitamment de ce rendez-vous bizarre. Avant de partir, il se comporte en gentleman, laisse de l'argent sur la table, dit que le repas est pour lui et remercie la dame pour la rencontre avant de s'éclipser précipitamment. Soudain, comme surgi de nulle part, un torrent d'eau s'abat sur lui, le prenant complètement au dépourvu au pire moment possible. Trempé de la tête aux pieds et complètement abasourdi, le jeune homme se fige, le visage impassible, tandis que des gouttelettes coulent lentement sur ses joues. L'homme agacé s'essuie le visage, bouillonne de rage et exige bruyamment de savoir quel imbécile a osé l'éclabousser. La jeune fille furieuse du métro s'avère être la personne même qu'il était censé rencontrer et elle est outrée par sa tentative de se sortir de ce rendez-vous en payant, considérant un tel comportement lors d'un rendez-vous à l'aveugle comme totalement inacceptable. La jeune fille s'interrompt brusquement et se met à fixer attentivement le visage de l'inconnu, réalisant peu à peu qu'il s'agit du même salaud que dans le train. Le jeune homme, stupéfait, reste figé sur place en réalisant que sa connaissance rencontrée par hasard dans le métro est en réalité la jeune fille qu'il était censé rencontrer. Le jeune couple s'exclame avec émotion en criant leurs surnoms respectifs, réalisant enfin que cette rencontre absurde avait été arrangée par leurs parents. Lu Shinran refuse catégoriquement de sortir avec un type comme lui et ordonne immédiatement à son ami Xiaozhang de quitter les lieux. Les clients du café observent la scène avec curiosité et chuchotent entre eux à propos du conflit qui oppose les deux jeunes gens au milieu du hall. Le garçon réalise soudain son erreur et demande aux filles qui partent d'attendre, essayant de dissiper le malentendu causé par sa propre négligence. Encore un peu perplexe, le jeune homme décide de confirmer le nom de la jeune fille, afin d'être absolument sûr qu'il s'agit bien de Lu Shinran. La jeune fille affirme son identité avec défi, et déclare qu'elle déteste profondément les gens qui se prennent pour des stars simplement parce qu'ils ont de l'argent. Complètement désespéré, l'idiot aux cheveux roux lève les mains au ciel et explique maladroitement qu'il était impossible pour lui de deviner l'identité de sa véritable cavalière. L'homme désigne l'écran de son téléphone et insiste maladroitement sur le fait qu'il a largué cette femme étrange uniquement parce qu'une opportunité d'emploi lucrative s'est soudainement présentée. La jeune fille se mordille le doigt, pensive, et commence sérieusement à douter qu'elle ait eu raison, puisque cette bizarre rousse a bel et bien un travail. Les jeunes gens se taisent soudain et se tournent simultanément vers le couloir après avoir aperçu une silhouette du coin de l'œil. Une inconnue aux cheveux violets fonce à toute vitesse vers l'homme stupéfait et crie joyeusement qu'elle l'a enfin retrouvé. L'idiot aux cheveux roux, hébété par l'étreinte soudaine, tente de comprendre qui est cette fille collante. L'inconnu, d'un ton enjôleur, rappelle au garçon ses actes héroïques passés lorsqu'il aurait soi-disant eu recours à ses services et se demande sincèrement si cette écervelée rousse a déjà tout oublié. Pris de sueur froide, le pauvre homme réalise que ses actes héroïques clandestins ont été révélés au pire moment. Le roux tente désespérément de s'expliquer auprès de mademoiselle Lu, tandis que l'inconnu le colle littéralement, transformant complètement le rendez-vous en un désastre. Furieux, Lu Shinran n'attend pas ces explications ridicules, et assène une gifle si violente au rouquin qu'elle lui fait presque jaillir des étincelles des yeux. Le pauvre garçon se tient la joue brûlante avec un air de profonde détresse, réalisant que son rendez-vous est officiellement gâché. Faisant fi de ces paroles vides, la belle déclare qu'aucune excuse ne peut désormais l'aider, car son comportement immoral parle plus fort que tout ce qu'il pourrait dire. Lu Shinran prévoit de partir pour Tianai immédiatement après s'être séparé de Xiao Zheng, tandis que le fou aux cheveux roux, paniqué, tente désespérément de l'en empêcher. La jeune femme aux cheveux violets, d'un clin d'œil espiègle, adresse un regard malicieux à une silhouette mystérieuse sur le balcon, signifiant ainsi que sa mission a été accomplie avec succès. L'homme à capuche signale par radio à son ami que le rendez-vous à l'aveugle a été saboté avec succès et que Lu Shinran retourne à Tianai comme prévu. Livré à lui-même, le jeune homme roux erre d'un pas sombre dans la rue nocturne, claquant la langue de frustration en réalisant à quelle vitesse sa soirée a tourné au fiasco. L'homme chasse de son esprit ce rendez-vous raté et se concentre sur une mission dangereuse à accomplir dans un lieu désert où une vie humaine est en jeu. Le roux est complètement déconcerté car il s'attendait à voir une cachette louche ou une installation dangereuse, mais se retrouve au contraire devant une école ordinaire. L'individu vérifie l'adresse avec son mentor et reçoit pour instruction d'infiltrer le lycée Tianai afin de protéger le proviseur. Soudain, le héros se fige en entendant un cri perçant résonner au plus profond du bâtiment.
Un voyou blond portant une chaîne en or menace de briser les jambes d'un agent de sécurité battu et d'une jeune fille ligotée en uniforme déchiré, tandis que ses complices assistent à la scène. Le voyou de rue stéréotypé s'imagine être un séducteur irrésistible et attrape sans vergogne la fille en pleurs par le menton. Le punk arrogant aux cheveux, en bataille, se penche sans vergogne pour l'embrasser, transformant toute la situation en une farce absurde. Contre toute attente, au lieu d'un doux baiser, un coup de botte brutal s'abat de plein fouet sur le visage du type suffisant. Le malheureux playboy est projeté au sol et s'effondre, laissant ses complices figés de stupeur. Le jeune homme roux admet avoir sous-estimé l'intensité de cette école, tandis que les voyous terrifiés reculent lentement, pris de peur. Toute la bande de pitoyables kidnappeurs est étalée de façon dramatique sur le sol, tandis que leur chef est coincé de façon hilarante dans une poubelle, gémissant pitoyablement. Le héros libère les captifs qui le suppléent d'aller vérifier la maison du directeur à cause de la présence d'individus suspects dans les environs. Le jeune homme costaud comprend que protéger le directeur de l'école est un élément crucial de sa mission secrète. Deux silhouettes encapuchonnées et suspectes se dépêchent à temps de terminer leur sale boulot avant d'être rattrapées par quelqu'un venant d'en haut. Complètement inconsciente du danger, la directrice prend tranquillement une douche en fredonnant doucement un air. Soudain, la directrice entend un bruit suspect qui la met immédiatement mal à l'aise, en plein milieu de sa douche. Enveloppée dans une serviette, la femme inquiète ouvre prudemment la porte du couloir vide, essayant de déterminer d'où provenait le bruit. Derrière la femme, sans méfiance, enveloppée dans une serviette, un intrus masqué et sinistre surgit soudain de nulle part. Le jeune homme, alarmé, entend soudain le cri désespéré du directeur résonner au plus profond de la maison. Les complices causants capuchonnés fourrent précipitamment le principal dans un sac, tandis que l'un d'eux cherchait déjà la voie d'évasion la plus rapide par la fenêtre. Un claquement sonore fait sursauter les ravisseurs qui échangent nerveusement des regards, réalisant que leur plan d'évasion discret vient de tourner au fiasco. Dans un fracas assourdissant, le héros aux cheveux roux défonce la porte d'un coup de pied et fait irruption dans la pièce au moment précis où les méchants s'y attendaient le moins. Le héros ne peut que crier, impuissant, en voyant le criminel portant le sac sauter par la fenêtre. Le jeune homme aux cheveux roux crie désespérément après ses ravisseurs, réalisant qu'ils sont en train de s'échapper. Sans hésiter, le jeune homme saute par la fenêtre à la poursuite des criminels afin de sauver le directeur. Un détective coiffé d'un chapeau traîne un homme blond menotté dans la rue sombre, le forçant à accélérer le pas. Les ravisseurs atterrissent soudainement juste devant le blond ligoté, le faisant trembler d'horreur et pousser un cri sauvage. La blonde abasourdie, le visage tuméfié, fixe les criminels en fuite, emportant le sac. Le héros atterrit de façon spectaculaire au sol en plein saut, choquant et terrifiant toutes les personnes présentes par son apparition soudaine. Déterminé, le courageux jeune homme se lance à la poursuite des criminels, exigeant la libération immédiate du directeur. Le blond, sous le choc, hurle, la bouche grande ouverte, qu'il s'agit d'une bataille entre dieux, tandis que son partenaire jette nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule. Le maître aux cheveux roux est stupéfait par l'audace des ennemis après les avoir vus sauter du 8e étage sans la moindre peur. Les ravisseurs effrontés, portant un énorme sac, sautent avec énergie par-dessus une clôture en fer forgé, espérant disparaître dans la nuit éclairée par la lune. Dans un retournement spectaculaire, le combattant acrobatique assène un puissant coup de pied directement au méchant, interrompant impitoyablement la fuite des voleurs. La force du coup de pied fait glisser le sac des mains du malheureux kidnappeur et le projette librement dans les airs. Le casse-cou aux cheveux roux plane dans les airs, les bras tendus vers le précieux sac, déterminé à sauver la directrice avant qu'elle ne touche le sol. Le combattant, vif d'esprit, s'empare du sac massif d'une poigne de fer, convaincu qu'il est enfin en sécurité. Réalisant que la situation a mal tourné et que leur butin leur échappe, les ravisseurs incompétents décident qu'il est temps de prendre la fuite et ordonnent une retraite tactique par-dessus la clôture. La belle aux cheveux roses, désemparée et vêtue uniquement d'une serviette, laisse échapper un cri embarrassé tout en se couvrant, tandis que l'invité, inattendu, la fixe avec de grands yeux. La jeune fille en serviette demande d'un ton sévère pourquoi l'homme musclé est venu ici, tandis que celui-ci tente maladroitement de s'expliquer. Le nez en sang, le jeune homme, embarrassé, réalise avec stupeur qu'il s'agit de la jeune fille même qu'il était chargé de protéger. La jeune fille aux cheveux roses, furieuse, se jette sur son adversaire en hurlant, l'accusant de la harceler juste après avoir été éconduite. L'homme lui rappelle avec indignation qu'il lui a sauvé la vie, mais la jeune fille se contente de ricaner et de le traiter de pervers. L'audacieuse Chen Menqin surgit des ténèbres avec ses gardes, ordonnant à tous de se taire. Tous deux tournent simultanément leurs regards surpris vers l'officier, se figeant dans une anticipation silencieuse de ce qui va se passer ensuite. La commandante Chen Menqin arrive avec ses gardes et commence immédiatement à interroger le groupe de manière professionnelle sur les raisons de cet appel urgent. La policière lève la main et avoue que c'est elle qui a passé l'appel, attirant ainsi l'attention du jeune homme. L'agent désigne du doigt les criminels ligotés,
les accusant d'avoir agressé et tenté d'enlever le directeur. Chen Menqin désigne fermement les cibles et ordonne à ses hommes de capturer immédiatement tous les coupables. Le blond, visiblement retenu, tente désespérément de se justifier auprès des gardes, proclamant haut et fort son innocence. Le garçon implore la clémence du commandant en larmes, affirmant qu'ils ont été contraints de commettre le crime. Un homme battu et menotté désigne avec horreur une montre étrange, tout en se plaignant des agissements insidieux de ses agresseurs. Un homme exhibe un dispositif fixé à son poignet, menaçant d'exploser s'il refuse de commettre un crime. Le garçon interroge la victime sur l'identité des ravisseurs, mais celle-ci nie brièvement les connaître. La jeune fille, vêtue d'une tenue révélatrice, regarde le garçon d'un air pensif, songeant au mystérieux ravisseur et à la montre. L'expression de la commandante Chen Menqin changea soudainement lorsqu'elle réalisa quelque chose d'effrayant, tandis que ses yeux trahissaient une anxiété croissante. La jeune fille affirme avec assurance que l'installation d'un mécanisme explosif dans une montre-bracelet est la marque de fabrique de la secte Qingma, choquant le garçon par son affirmation. Le garçon aux cheveux roux est complètement désorienté et demande avec perplexité des informations sur la secte Qingma, qui lui est totalement inconnue. La jeune femme explique alors sérieusement que la secte Qingma est une branche dangereuse de l'ordre démoniaque et exprime son inquiétude quant à leur retour soudain. Le combattant réfléchit intensément, essayant de comprendre les motivations des sectaires et la raison de leur attaque contre Lu Xinran. Chen Menqin observe attentivement le témoin, lui demandant s'il existe d'autres indices qui pourraient aider l'enquête. L'homme blond, le visage tuméfié et arborant une expression ridicule, nie d'abord les faits, mais intrigue ensuite la jeune fille en mentionnant un détail suspect. L'homme blond, menotté, se transforme soudain en Sherlock Holmes et déclare que les gens normaux ne sautent pas du 8e étage pour faire de l'exercice, ni ne distribuent n'en pas des coups de poing comme des maîtres de kung-fu. Exigeant des explications, le commandant en gilet de cuir jette un regard suspicieux au rouquin, lui demandant qui il est et pourquoi il rôde autour de l'école en pleine nuit. Notre héros roux est visiblement nerveux, cherchant fébrilement comment ne pas révéler son appartenance à la Ligue des guerriers libres et quelle excuse inventer pour l'officier strict. Il attribue maladroitement tout cela à des années d'entraînement, tandis que les rouages de sa tête tournent à plein régime, essayant de trouver une raison plausible à sa promenade nocturne. Le personnage principal, qui est aussi un stratège, décide de tout miser et échafaude une théorie farfelue selon laquelle le réalisateur serait sa petite amie, dont il serait tombé amoureux au premier regard ce matin même, ce qui laisse son élu complètement abasourdi. La dame indignée tente de paralyser le rêveur, tout en le muselant, niant obstinément toute trace de sentiments soudainement exacerbés. La femme remarquable qui porte un ras de cou est visiblement intriguée par ce revirement de situation inattendu, se disant que la fille d'un fonctionnaire de si haut rang a des goûts très particuliers en matière de messieurs. L'aventurier est stupéfait d'apprendre que le père de sa nouvelle petite amie occupe un poste important, réalisant que sa légende de coup de foudre vient de devenir extrêmement dangereuse. La femme rusée décide finalement de coincer le menteur et sort son téléphone pour clarifier personnellement les détails de cette histoire d'amour avec le président lui-même. Le maître de l'improvisation, aux cheveux roux, se met à transpirer à grosses gouttes, réalisant que son bluff est dans une impasse et qu'un coup de téléphone des plus inopportuns est sur le point de suivre. La superbe brune parvient enfin à joindre le président et prononce le nom de Xiang Yang, tandis que Xiang Yang et sa fausse petite amie restent figés dans l'attente du verdict. La dame, sous le choc, manque de laisser tomber son téléphone lorsque le président confirme personnellement que Xiang Yang sort bien avec sa fille, Lu Xinran. Le roux et son compagnon subissent une panne générale du système et restent bouche bée lorsque leur bluff effronté se matérialise comme par magie. La jeune fille, vêtue seulement d'une serviette, perd complètement son sang-froid et hurle au téléphone que son père dit n'importe quoi, car Xiang Yang n'est personne pour elle et n'a pas de nom. La voix au téléphone ordonne sévèrement à Xinran de cesser ses crises de colère, la privant ainsi de toute possibilité de se justifier auprès du parent qui apparaît soudainement. Xinran, folle de rage, entre dans une rage incontrôlable et tente une dernière fois de comprendre la logique de ses parents, tandis que la réalité qui l'entoure se transforme finalement en farce. Menqin reçoit l'ordre direct de livrer Xiang Yang au président, et l'improvisateur aux cheveux roux réalise que sa joyeuse aventure se transforme sans heurts en une visite officielle à son beau-père, aux conséquences imprévisibles. La conteuse rousse scrute l'abîme des problèmes imminents avec une anxiété croissante, ne comprenant sincèrement pas pourquoi une personne aussi importante avait besoin d'une audience personnelle avec l'auteur d'un mensonge aussi douteux. Menqin, avec un sourire ironique, escorte son gendre sous escorte, l'encourageant de commentaires acerbes tandis qu'il avance d'un pas lourd vers son destin.
Xiangyang contemple, hypnotisé, la vue panoramique depuis l'ascenseur, réalisant que plus il s'élève au-dessus de Tianai, plus il s'enfonce dans l'abîme des affrontements d'élite. Menqin annonce son arrivée imminente à l'état-major général, tandis que le kamikaze, aux cheveux roux, assimile nerveusement l'ampleur de l'interrogatoire à venir avec le chef de toutes les forces armées. Le tacticien est véritablement perplexe quant à la raison pour laquelle ils enterrent entre l'état-major sous terre, ignorant complètement que c'est l'endroit idéal pour que personne n'entende ses appels à l'aide. Menqin donne un bref briefing de sécurité, expliquant que lorsque votre ordre est en guerre perpétuelle contre des démons, enterrer l'état-major plus profondément n'est pas de la paranoïa, mais le seul moyen de boire du café en paix. L'officier conduit Xiangyang jusqu'à la porte du bureau du président et l'envoie affronter son destin, tandis que le garçon accepte avec résignation cette visite sans retour. Xiangyang franchit le seuil du bureau avec l'air d'entrer non pas dans le bureau du président, mais dans la cage d'un tigre affamé, maudissant sa passion pour l'improvisation. Le président sort immédiatement ses atouts, avouant au jeune homme que c'est lui qui a orchestré leur rencontre fortuite avec sa fille, transformant toute la situation en un jeu à plusieurs coups d'un marionnettiste expérimenté. La rousse détecte une panne du système, car son bluff a trop bien fonctionné. Ce n'est pas en raison de sa beauté que Lu Guanlin a choisi Xiangyang comme garde du corps personnel de sa fille, mais en raison de ses compétences supérieures au combat, qui le distinguaient de tous les autres guerriers libres du pays. Le président va droit au but, posant une question sur le pouls du dragon avec un air sérieux qui aurait fait perdre son sens de l'humour à n'importe qui d'autre. Lu Guanlin tend à Xiangyang une pile de papier, lui proposant d'examiner personnellement les données secrètes du Dragon Pulse et de s'immerger pleinement dans l'essence du sujet. Quand il réalise qu'il est entraîné dans un jeu d'importance nationale, le rouquin reste complètement sans voix, car désormais le pouls du dragon n'est plus seulement une légende, mais une nouvelle source de maux de tête. Le garçon étudie l'histoire du Dragon Pulse, stupéfait que ses ancêtres n'aient rien trouvé de mieux que de transformer une météorite tombée du ciel en épice pour en améliorer les propriétés. Xiangyang tente d'établir un lien entre les artefacts anciens et les drames familiaux, mais le président lève les bras au ciel, admettant que même son génie stratégique n'avait pas prévu comment sa fille se retrouverait mêlée à cette histoire de météorite. Il y a un mois, des scientifiques travaillant dans des laboratoires secrets ont réussi à extraire l'impulsion du dragon, se réjouissant de disposer désormais d'une arme puissante contre l'ordre démoniaque, tandis que le président consignait soigneusement ce succès dans un dossier. Eileen est désignée comme premier sujet d'expérience dans cette aventure scientifique, alors qu'elle se prépare à affronter toute la puissance du Dragon Pulse, nouvellement extrait, avec un sourire de volontaire désarmant. L'expérience tourne immédiatement au vinaigre, et la jeune fille se transforme en une berserker furieuse aux yeux flamboyants, démontrant clairement que les effets secondaires du Dragon Pulse sont bien plus terribles que ses bienfaits. Le président constate avec pessimisme que le dopage miracle s'est révélé défectueux, et que, combiné à sa puissance, il sape complètement le moral, transformant chaque volontaire en une machine à tuer incontrôlable. Avec une effroyable constatation, les scientifiques remarquent que l'état d'Eileen est exactement le même que la transe insensée dans laquelle tombent les fanatiques de l'ordre démoniaque. Le président choque Xiangyang en lui révélant qu'il a lui-même orchestré sa rencontre avec sa fille, car il s'avère que l'impulsion du dragon a donné naissance à l'ordre démoniaque, et qu'il est impossible de le détruire. Afin de protéger l'artefact des méchants, Lu Guanlin l'a divisé en deux parties, et les a cachés en lui et en Shinran. En mettant les choses au clair, Lu Guanlin confronte Xiangyang au fait qu'il doit désormais prétendre être le petit ami de Shinran, afin de garder l'autre moitié de l'artefact 24 heures sur 24 sous, couvert de romance. Xiangyang prend le défi au sérieux, saluant le président, ce qui indique clairement que le rôle du garçon a été accepté et qu'il est désormais officiellement de service 24 heures sur 24 pour protéger Shinran et le secret du pool du dragon. Xiangyang, figé dans ses pensées, se trouvait chez Shinran, réalisant que le seul moyen de protéger la colonie serait de se retrouver au cœur d'un scandale majeur. Xiangyang décide de mettre de côté ses doutes et, guidé par la devise « advienne que pourra », sonne à la porte avec détermination, lançant officiellement l'opération visant à introduire l'obstiné Shinran dans sa vie. Dans l'attente d'un avenir incertain, le garçon attend avec ironie que la porte s'ouvre. Surprise et décontenancée, la directrice, vêtue de ses vêtements d'intérieur, ouvre la porte et découvre Xiangyang sur le seuil, dont la visite tardive et les nouvelles douteuses échoent manifestement tous ses projets pour la soirée. Au lieu de le saluer, Xinran lui pinça si fort le nez que du sang jaillit, teintant tout autour de lui de pourpre. La jeune fille seule aux cheveux roses, vêtue seulement d'une chemise de nuit, n'est visiblement pas ravie de la présence de cette invitée surprise et est prête à le foudroyer du regard. Xiangyang, essuyant le sang, lâche l'absurde nouvelle que son père a officiellement approuvé leur cohabitation dans le même appartement.
Indignée, la propriétaire de l'appartement claque la porte, refusant catégoriquement d'accepter de telles conditions de vie aberrantes. Tentant désespérément de contenir l'assaut, Xinran se jette de tout son corps contre la porte, tandis que l'invitée continue à faire des blagues stupides. S'amusant à imaginer l'invitée dans le rôle d'une dominatrice sévère armée d'un fouet, Xinran reste momentanément sans voix devant une telle impudence. S'emportant aussitôt avec indignation, Xiangyang la met hors d'elle avec ses propositions stupides. Après avoir giflé violemment l'insolent, la jeune fille en chemise de nuit, furieuse, a clairement manifesté son mécontentement face à ces allusions obscènes. Se frottant la joue brûlante, Xiangyang réalisa avec tristesse que de tels coups étaient déjà devenus une habitude pour lui. Le livreur, apparu soudainement, interrompit poliment leur dispute animée, proposant de récupérer le colis et de terminer la bagarre plus tard. Acceptant le paquet rose des mains du livreur, la jeune fille la transforme instantanément sa colère en compassion et le remercie poliment pour son travail. Regardant avec perplexité les chaussures impeccables du coursier, Xiangyang réalise soudain que quelque chose cloche, tout en souhaitant poliment bon appétit à la jeune fille. N'y tenant plus à bout, Xinran hurle de rage, exigeant que le garde du corps insolent s'en aille. Dans un grand fracas, mettant fin à la dispute, la lourde porte se referma brusquement devant le nez de l'homme, le laissant complètement seul dans le couloir. La mâchoire crispée de façon comique par le ressentiment, Xiangyang grommelle après la jeune fille qui s'éloigne, lui rappelant son statut élevé et la confiance du président. Agitant vigoureusement les bras au milieu du couloir vide, l'homme continue de se disputer avec la porte close, prouvant à un adversaire invisible son manque d'enthousiasme pour son nouveau travail. Dissimulé dans l'ombre épaisse au coin de la rue, un personnage mystérieux coiffé d'un chapeau observe attentivement, sans émettre le moindre son. Laissant le sac rose sur la table en verre, Xinran épuisé s'affaissa mollement sur le canapé sous la lumière d'un luxueux lustre. Agacée, la petite Xinran brandit sa fourchette et continue de s'en prendre à la confiance excessive de Xiangyang qu'elle juge trop fondée sur son physique avantageux. Tout en dévorant son dîner avec appétit, la jeune fille critiquait mentalement le choix de son père, ne comprenant sincèrement pas quel talent il avait bien pu déceler chez cet homme insupportable. La vision de Xinran se trouble soudain, et les contours du dessert sur la table commencent à se brouiller, tandis qu'elle ressent un étrange et soudain vertige. Perdant connaissance, la jeune fille réalise au dernier moment qu'il y avait manifestement une impureté quelconque dans le délicieux dessert. Luttant pour conserver sa conscience qui s'évanouit, la directrice, prise de peur, remarque que la porte de sa chambre s'ouvre lentement et qu'une silhouette sombre et menaçante apparaît sur le seuil. Un invité indésirable en survêtement se fige sur le seuil, saluant poliment l'hôtesse endormie d'un sourire narquois. Rassemblant ses dernières forces, elle tente de découvrir l'identité et les intentions du visiteur avant de perdre complètement conscience. Le méchant, couteau à la main, répond moqueusement à une question par une autre question, savourant l'impuissance de sa victime. Le visage du fou se tord en un rictus hideux, tandis qu'il déclare ouvertement son désir de la tuer pour la récompense promise. Serrant une lame acérée à la main, l'agresseur s'avance lentement vers la jeune fille sans défense, complètement épuisée. Ayant perdu le contrôle de son corps, elle observe ce qui se passe, complètement désemparée, à travers un voile de brume dans ses yeux. Les muscles finissent par se liquéfier comme du coton, et les jambes ne peuvent plus supporter le poids du corps sous l'effet d'un puissant somnifère. Au moment le plus critique, on réalise avec amertume que chasser cet homme insupportablement beau était une idée bien irréfléchie. Poussant un cri de rage, le tueur se précipite en avant et assène un coup décisif avec son couteau pour mettre fin à cette affaire qui n'en finissait plus. Elle ferme les yeux d'horreur et hurle en espérant un miracle, jusqu'à ce que son instinct de survie lui dicte de se couvrir la tête avec les mains. L'apparition spectaculaire du sauveur par la fenêtre se termine par un coup de genou dévastateur à la mâchoire du méchant stupéfait. Un coup de pied puissant envoie le malheureux tueur voler sur le côté, s'écraser au sol et perdre toute envie de se battre. Avec un sourire radieux, le sauveur s'avance avec maîtrise sur l'ennemi vaincu, saluant sa maîtresse, muette de stupeur. Remis du coup, le potentiel meurtrier tente de se relever et, complètement désorienté, marmonne qu'il a vu de ses propres yeux comment cet homme est parti enragé. Xiangyang, avec une supériorité non dissimulée, sermonne son ennemi vaincu, le ridiculisant pour son déguisement médiocre et ses chaussures trop propres qui l'ont immédiatement trahi comme un amateur et non comme un véritable messager. Le regard du sauveur devient glacial et perçant lorsqu'il se lance dans un interrogatoire brutal, exigeant que le nom de la personne qui a ordonné cet assassinat soit immédiatement révélé. Le héros courageux extorque des aveux au faux messager, tout en essayant en vain de préserver ce qui lui reste de dignité. Le pauvre homme à la casquette tremble tellement que ses excuses concernant une visite fortuite ressemblent à une très mauvaise pièce de théâtre. Le menton tremblant,
et le regard fuyant donnent à ce coursier l'air davantage d'une victime d'une crise de panique que d'un dangereux criminel. Le géant pensif est soudain distrait de son exécution par le reflet suspect d'une caméra cachée dans la ventilation. Le rictus féroce du pendier roux laisse présager que quelqu'un est sur le point d'avoir de sérieux ennuis à cause des témoins supplémentaires. Un hacker élégant et portant des lunettes bouillonne de rage lorsqu'il réalise que son plan secret a été ruiné par une simple caméra. Un méchant enragé, dans un accès de rage, abat son poing sur l'équipement, transformant un ordinateur portable coûteux en un tas de ferrailles inutiles. Le chef de la secte maudit furieusement ses assistants incompétents, incapables d'atteindre ne serait-ce qu'un objectif simple. Une jeune femme séductrice tente de calmer son patron en colère en qualifiant le psychopathe de son beau et doux prince. Un sourire s'épanouit sur le visage du méchant satisfait, car seule cette beauté était capable d'apprécier sa nature subtile et vulnérable. D'un cri strident, le patron appelle les deux imbéciles, interrompant sa tendresse pour une nouvelle salve d'instructions colériques. Un chef de secte furieux hurle sur ses hommes, parce que l'un d'eux a ruiné tous ses plans diaboliques pour capturer la jeune fille. Les subordonnés, accablés de chagrin, s'inclinèrent si profondément qu'ils allèrent à bientôt se frapper le sol du front, implorant la pitié de leur maître. À genoux, les deux hommes jurent allégeance et promettent de s'améliorer, même si leur sourire coupable laisse présager un prochain échec imminent. Le sourire sinistre du patron est de mauvais augure, et ses subordonnés, pris de sueur froide et de tremblements de peur, anticipent l'inévitable représailles. Le patron décide de faire preuve de générosité et accorde une dernière chance à ses subordonnés, avec une mine si grave qu'il vaudrait mieux pour eux de prendre leur retraite. Le doigt pointé du patron montre clairement aux pauvres types leur avenir peu enviable, sous la forme d'un tas de ferrailles, ce qui les fait finalement s'enfoncer dans leurs talons. Xiang Yang frappe la mâchoire du tueur avec une telle force que tous les plans insidieux de ce dernier s'envolent de sa tête, emportant avec eux quelques dents. Enfourchant l'assaillant à terre, le défenseur, fou de rage, commence à l'interroger, exigeant le nom immédiat du chef et de toutes les personnes impliquées dans cette visite. Se couvrant le visage de ses mains, le malheureux pillard perd instantanément toute son arrogance et implore pitoyablement la pitié, prêt à tout révéler dans son intégralité. Retenant son souffle de peur, le prisonnier voit sa propre montre se mettre à biper de façon alarmante et se remplir d'une lumière écarlate inquiétante, se transformant en un piège à tic-tac. Déchiré par l'horreur et maudissant tout ce qui existe sous le soleil, le coursier se lève d'un bond et court dans la pièce tandis que sa montre continue d'émettre un bip insistant et effrayant. Stupéfaite par le comportement de son agresseur, la jeune fille demande, désemparée, à son défenseur s'il a réussi à lui arracher le dernier fragment de cerveau avec un coup aussi violent. Prenant soudain conscience de la gravité de la situation, l'expression du type change, réalisant que le tic-tac à la main du coursier ne présage rien d'autre que de gros ennuis. Réagissant instantanément à la menace, l'homme saisit la fille dans ses bras et hurle qu'il faut absolument s'enfuir, le tout accompagné de couinements de plus en plus fréquents. Parvenant de justesse à prendre appui, le couple est littéralement projeté hors de l'épicentre de la boule de feu, tandis que derrière eux, tout ce qui reste de la pièce se brise en 1000 morceaux dans un rugissement. Une fois à une distance sûre du feu, le héros inquiet s'assure d'abord que tout va bien pour son compagnon, tandis que la poussière de la puissante explosion retombe encore autour d'eux. En observant les contours à la craie sur le sol, les garçons accompagnés de la police examinent les lieux du crime où se trouvait récemment le malheureux criminel. Prenant à la légère les accusations d'une connaissance en uniforme de police, le roux rejette toute la faute sur Xinran, la qualifiant en plaisantant de véritable aimant à ennui. Outrée par une telle insolence, la jeune fille en blouson de cuir réprimande sèchement le garçon, lui rappelant le statut élevé de Xinran et l'inadmissibilité de telles plaisanteries à l'égard de la fille du président. Interrompant doucement la tirade furieuse de son ami, la jeune fille prend la défense de son sauveur, reconnaissant qu'il était encore une fois là au bon moment et qu'il l'avait tiré d'affaire. Tout en faisant des bruits moqueurs et sournois à l'adresse de la jeune fille embarrassée, l'homme aux cheveux roux lui tapote la tête d'un air possessif, déclarant que le choc de l'explosion lui avait manifestement fait du bien mentalement. Au garde à vous, l'officier arrivé sur les lieux, coiffé d'un chapeau, salue la jeune fille, la reconnaissant comme sa supérieure hiérarchique. L'agent, tendant la main, montre une preuve trouvée sur les lieux du crime, un mystérieux jeton orné d'un hiéroglyphe qui a été trouvé sur l'agresseur. En découvrant les preuves, Menkin resta figée, muette de stupeur, reconnaissant clairement le symbole et réalisant que l'affaire prenait une tournure bien plus sinistre qu'il n'y paraissait au départ. La belle et sévère prend une pose des plus pathétiques, réalisant l'implication de l'organisation secrète dans ce stupide incident. Une femme imposante vêtue de cuir demande poliment à l'homme musclé de s'écarter un instant, tandis que sa compagne se tient, simplement, gracieusement, à proximité.
Pour leur négociation secrète, le couple a choisi le toit terrasse, où ils pouvaient y discuter calmement de cette secte insidieuse au grand air. La jeune fille fougueuse plaqua le colosse contre le mur, essayant de lui arracher la vérité sur ses liens avec les sectaires et le président. Le géant roux est silencieusement indigné par ces accusations ridicules, se considérant comme un homme exemplaire et extrêmement utile à la société. Le colosse comique jure n'avoir jamais entendu parler d'aucune secte avant d'être projeté contre un mur. Une main audacieuse lui barre le passage d'un claquement sonore, le faisant grimacer de surprise. La jeune fille se mit à interroger furieusement le pauvre homme, ne croyant pas à de telles coïncidences opportunes impliquant une secte. Le pauvre homme est en train de cogiter sur un secret important, même si de l'extérieur il semble simplement être suspendu de façon comique sous la pression des mains des dames. Le jeune homme roux et insolent se déclare soudain agent secret de Pékin, ce qui provoque un regard comique chez la jeune fille, qui écarquille les yeux devant une telle histoire. La policière trouve ce dernier tissu de mensonges assez convaincant et un raisonnement logique commence à se former dans son esprit. Poursuivant ses intrigues, cet homme rusé décrit en détail son rôle de garde du corps secret, ce dont la pupille elle-même n'a aucun soupçon. Portant pensivement son doigt à ses lèvres, la jeune fille naïve commence à s'imprégner de la légende héroïque que cet homme suspect a concoctée. Pour assurer la sécurité de l'établissement protégé, une jeune femme déterminée persuade un homme d'infiltrer l'école afin qu'il puisse agir de l'intérieur, comme un professionnel des services non secrets. Complètement déconcerté, l'agent aux cheveux roux demande comment il a pu réaliser un tel tour de force, puisqu'il ne s'attendait manifestement pas à ce que son invention aille aussi loin. En voyant Zhang Danteng lui annoncer son nouveau travail, le rouquin fut stupéfait, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Au lieu du stade promis, le géant roux se voit attribuer une chaufferie exiguë, où le seul équipement sportif est un ensemble de vannes massives. Avant de pouvoir prétendre à la moindre faveur, ce garçon va devoir travailler dur, comme le lui explique très clairement le directeur, mettant ainsi fin à tout espoir d'une vie facile. Irrité par la silhouette qui s'éloignait de Zhang Danteng, le pauvre rouquin se considéra mentalement comme un personnage extrêmement désagréable. Proclamant avec amertume son pouvoir sur la jeune fille, il déverse tout le venin accumulé dans ses pensées, traitant son jeune rival de jeune homme sans valeur. Le garçon entend un cri de détresse, ce qui le distrait instantanément de ses sombres pensées concernant sa carrière de chauffeur de locomotive. Dans le couloir de l'école, 3 garçons arrogants ont encerclé un élève apeuré, déclenchant une sorte de confrontation douteuse. Aveuglé par sa propre confiance en lui, le blond plaque effrontément la jeune fille en pleurs contre le mur, exigeant un rendez-vous et ignorant ses protestations. La malheureuse écolière hurle de peur et ferme les yeux, tentant dans une terreur aveugle d'échapper à l'étreinte de son poursuivant. Transformant ses menaces verbales en actes par pure vengeance, il lève la main pour frapper, tentant de donner une leçon à la jeune fille pour tous ses refus passés. Se précipitant dans la bagarre, le grand gaillard roux assène un puissant coup de pied à la mâchoire de l'insolent, empêchant ainsi le blond de lever les mains. Après avoir percuté le mur à pleine vitesse suite à un choc violent, le blond reste silencieux tandis que ses amis, abasourdis, tentent avec effroi de savoir si leur frère, qui a été projeté au loin, est toujours en vie. Essuyant délicatement les larmes du visage apeuré de la jeune fille, le protecteur aux cheveux roux flamboyants lui promet de la protéger des voyous du quartier, tandis qu'elle le regarde dans les yeux avec un espoir timide. L'homme blond, couvert de bleu et porté sur les épaules de ses hommes de main, profère des injures et des menaces à l'encontre de l'étranger, ordonnant à ses amis d'appeler des renforts pour se venger. Serrant les mâchoires de rage, l'ennemi cracha une dernière menace, promettant à notre héros une cruelle vengeance pour l'humiliation commise dans le couloir. Après avoir traîné un colosse impressionnant au dreadlock jusqu'au lieu de l'affrontement, la victime pointa théâtralement du doigt son agresseur. Un homme menaçant aux nattes fait une grimace effrayante, essayant de deviner qui a osé offenser sa blonde de poche. Ce colosse en t-shirt n'a absolument pas peur des problèmes, et confirme simplement sa culpabilité avec une pointe de moquerie. Exhibant fièrement son garde du corps, l'instigateur de l'altercation déborde de vantardise, tandis que ce dernier jette pathétiquement sa veste en prévision du combat à venir. Pendant que l'ennemi se vante de sa position, ce grand gaillard fait semblant de reculer, parodiant la peur avec ironie. Notre colosse sort soudain une pile de ceintures multicolores, bien décidé à donner à chaque casse-cou de cette pièce ce qu'il mérite. Au lieu du coup attendu, le redoutable guerrier de second rang tomba soudainement à genoux, laissant son ami effrayé tenter en vain de ramener son protecteur à la raison. En regardant leur adversaire d'un œil nouveau, les hooligans réalisent qu'ils font face à un décuple champion, dont le statut les fait trembler de peur. Tandis que ceux qui l'entourent tentent de comprendre ce qui s'est passé, le maître fait nonchalamment tournoyer les bagues trophées à son doigt, laissant son compagnon et ses ennemis complètement abasourdis. L'homme musclé au dreadlock reconnaît le garçon comme étant le légendaire Zhang Yang, connu pour ses innombrables exploits.
Fou de rage, le petit coquin hurle hystériquement sur son protecteur, paralysé par la peur, ne comprenant pas la raison de sa soudaine lâcheté. Le colosse assène une gifle sonore à l'instigateur d'une main lourde, tandis que celui-ci maudit le jour où il a décidé de prendre la défense de cet idiot. Jouant sur les nerfs de ses adversaires, Xiang Yang leur offre sarcastiquement un choix de méthode pour se venger, tout en échauffant ses poings de champion avant le combat. Oubliant sa fierté et sa veste, la brute effrayée s'incline jusqu'au sol, implorant la légende de lui accorder sa pitié pour son aveuglement et son insolence flagrant. Décidant de faire preuve de clémence, le vainqueur, avec une grimace de dégoût, permet au malheureux guerrier de se relever, mettant ainsi fin à ce cirque. Alors que le couloir sombrait dans un silence suffocant, Xiang Yang s'approcha de son adversaire vaincu, qui se contenta de sourire obséquieusement et de le remercier, n'osant même pas bouger sous le poids de son autorité. Se penchant presque jusqu'à son visage, le maître imperturbable murmure d'un ton obséquieux à l'oreille du pauvre homme stupéfait sa mission secrète, faisant de lui un complice de ce grand secret. L'expression de l'homme changea et il mit brusquement fin à la conversation, promettant de garder ce secret comme la prunelle de ses yeux. Le nouveau gardien des secrets ordonne à sa bande stupéfaite de partir immédiatement, prétendant qu'ils ont soudain des choses plus importantes à faire que de se faire tabasser par la légende. Toute la bande, menée par son chef, prend la fuite à une vitesse telle que seuls leurs talons scintillent, fuyant le péché aussi loin que possible. La tension se dissipe lorsque la jeune fille aperçoit le dos des brutes qui s'enfuient, ce qui lui permet de respirer après une longue journée. La jeune fille rougit et compte ses sauvetages miraculeux, faisant clairement comprendre au héros qu'il devient son ange gardien personnel de façon permanente. Et en récompense de tous ses exploits, le garçon reçoit un tendre baiser sur la joue qui fait rosir son visage de champion sévère d'une lueur perfide. Son charmant compagnon lui lance un regard prometteur et un sourire timide au moment de ses adieux, laissant Xiang Yang savourer son triomphe dans une splendide solitude. Fou de rage, le tyran profère des injures aux hommes qui s'en vont, jurant d'offrir une belle vie au maître. Oubliant toute décence, le directeur ment effrontément au directeur d'école, dépeignant le nouvel employé comme un monstre qui a battu son fils. Le directeur, profondément offensé, recourt à des attaques personnelles, remettant en question les compétences professionnelles et la moralité de Xiang Yang, tandis que lui, accompagné de témoins fidèles, observe cette hystérie depuis derrière la porte. En brisant effrontément le silence, notre champion fait douter le directeur de sa propre justesse et le fait trembler sur sa chaise. En confondant son interlocuteur d'un simple regard, l'interrogateur met en doute l'intelligence du directeur, transformant la conversation en une leçon humiliante. Le vieil homme désagréable agite des papiers, tentant d'intimider son adversaire par l'autorité de ses masters et de ses diplômes prestigieux des meilleures universités. Gardant son calme, le patron rappelle à l'ordre le harceleur, le faisant taire d'un simple geste désinvolte. Troquant son impertinence contre du charme, le jeune homme confirme l'absence d'une école d'élite, désarmant ses détracteurs par un aveu sincère. Un snob au visage allongé, coiffé d'un béret, est complètement choqué par le passé douteux d'un nouvel employé d'un établissement huppé. L'enseignant, en criant, exige que le garçon insolent soit renvoyé, prétextant qu'il manque de connaissances scolaires. Faisant preuve d'une ingéniosité remarquable, il part les attaques et confirme son intelligence, faisant fi de l'absence de diplôme prestigieux. Changeant de ton pour adopter une attitude condescendante, le maître remet en question l'importance des certificats, ce qui provoque la colère du directeur. Sans perdre sa dignité, notre génie confirme son statut de docteur S. Science, faisant finalement voler en éclats les prérogatives de ses adversaires. L'homme obèse abasourdi se figea, une question silencieuse sur le visage, réalisant l'échec soudain de son plan grandiose. Un éventail de diplômes prestigieux atterrit de façon spectaculaire sur la table, confirmant la présence d'un autre doctorat en psychologie. La liste des réussites s'enrichit de mathématiques, d'histoire et d'astronomie, transformant finalement le directeur vantard en un parfait inconnu. Le directeur d'école en surpoids est en proie à une dissonance cognitive, incapable de comprendre la présence d'autant de diplômes chez une seule personne. Avec une révérence ironique, l'homme aux cheveux roux conseille aux critiques de postuler à Stanford, réduisant ses doutes à néant. Profondément ému, le compagnon voit en Xiang Yan non seulement un combattant, mais un véritable stratège doté d'un esprit brillant. La belle et impérieuse clôt la réunion de manière décisive, rejetant toute discussion sur les qualifications de Xiang Yang et ordonnant une enquête sur la bagarre. Oubliant ses affaires, la dame digne se fiche de surprise lorsqu'une personne l'appelle hardiment par son nom au milieu d'une foule de passants. Gardant un calme imperturbable, le maître remercie la dame de son soutien, tandis qu'une subtile ombre d'ironie se dessine sur son visage. La jeune femme timide nie catégoriquement sa gentillesse, tentant en vain de dissimuler le rougissement révélateur de ses joues derrière une indifférence feinte. Sans dissimuler son ironie, la jeune fille justifie cette leçon sévère auprès de ses camarades, sans éprouver le moindre remords de conscience inutile.
Sang Yang, ravi, affiche un sourire béat, sincèrement heureux d'avoir cette fois réussi à sortir de l'eau au sec et à éviter le poids de la culpabilité. La promenade idyllique est brutalement interrompue par le crissement des freins d'une voiture étrangère bleue, ce qui fait sursauter de surprise le couple et un passant. Un vieil homme furieux agite sa canne de toutes ses forces, proférant des injures à l'encontre du conducteur d'une voiture étrangère bleue qui lui a coupé la route de façon imprudente. Ce type sort de la voiture avec un air arrogant, lançant un regard de mépris absolu à son voisin grognon. La bave aux lèvres, le gosse de riche hurle sur son grand-père, lui ordonnant de s'écarter et de ne pas gâcher sa vue de sa présence misérable. Xiang Yang, perplexe, tente d'identifier l'intrus, tandis que son compagnon réfléchit avec suspicion au nom de cet étranger arrogant. Wang Chunming ouvre grand les bras dans un geste accueillant, prêt à étreindre. Affichant une fausse amabilité, le prétendant exhibe un bouquet coûteux et proclame sa dévotion, tentant d'impressionner son entourage par son mensonge prétentieux. Avec un calme glacial, l'élégante dame remet à sa place l'admirateur impudent, lui expliquant que ce n'était que par respect pour son père qu'elle avait toléré jusqu'à présent ces marques d'attention intrusives. Avec une expression douloureuse, le gosse de riche rejeté se plaint de ses nuits blanches et de ses pensées pour Xinran, espérant implorer un peu de pitié et faire fondre son cœur de pierre. Le prétendant maladroit ferme les yeux et pince les lèvres dans une tentative comique de voler un baiser, suppliant désespérément la belle directrice de ne pas rejeter ses sentiments passionnés. Dominant d'une silhouette menaçante son malheureux adversaire, Zhang Yang le saisit sans ménagement par les lèvres, lui rappelant d'un ton glacial qui est le véritable protecteur de la belle dame. Une foule d'étudiants savoure les derniers potins concernant la liaison de la directrice, sincèrement ravis par ce revirement de situation. La jeune fille récemment secourue rougit maintenant car tout le monde autour d'elle est persuadé que le héros sort avec Xinran. Rouge de honte, la jeune fille nie furieusement toute relation, tandis que le garçon reprend ses manières de gentleman insolent. Le pauvre type au visage aplati émet des sons inarticulés tandis que le rusé héros roux poursuit ses manipulations sournoises. Dominant sa compagne de toute sa hauteur, le jeune homme lui murmure à l'oreille de se tenir tranquille, promettant en échange de neutraliser rapidement et efficacement l'agaçant gosse de riche. Par la main puissante du combattant, les lèvres en forme de canard du séducteur aux cheveux bleus exigent qu'on le libère. Pendant que le type aux cheveux bleus force sa voix pour attirer l'attention des passants, notre maître prépare calmement une réponse convaincante qui calmera les ardeurs de n'importe quel vantard. Le sportif effronté a trouvé le meilleur moyen de faire taire la hurlante. Il a tout simplement embrassé la fille passionnément juste devant lui. Le psychisme de ces pauvres écolières fut brutalement brisé par le baiser passionné de la directrice et de Zhang Yang. Un seul regard assuré de la rousse a suffi pour que la blonde sévère se transforme en une écolière embarrassée. Le vainqueur, avec un sourire en coin, a serré dans ses bras son patron strict et achève maintenant le crieur avec une question de contrôle. Le rêveur éconduit croit sincèrement que le volume de son hurlement désespéré l'aidera à obtenir ses droits sur cette fille. Après avoir échoué dans un duel verbal, cet athlète agressif a décidé de porter le conflit sur le plan physique. Le redoutable vengeur s'est évanoui de façon spectaculaire, la bouche écumante, sans avoir réussi à porter le moindre coup à son adversaire. Avec un calme glacial, la jeune fille explique la situation, assurant à son défenseur que le perdant qui se débat sur l'asphalte n'est pas dangereux, mais qu'il a simplement été pris d'un malaise soudain. Le jeune médecin, fraîchement diplômé, s'agenouilla près du patient et se prépara à intervenir lui-même, conscient que les secours n'arriveraient pas à temps. Sans perdre une seconde, notre homme costaud cherche un instrument approprié parmi les passants, prévoyant de prodiguer des soins médicaux d'urgence et de littéralement ramener l'homme du bord de la mort. Pour prodiguer les premiers soins, Zhang Yan prévoit d'utiliser une épingle à cheveux, faisant appel à ses talents médicaux cachés. Chauffant soigneusement l'épingle au-dessus de la flamme, ce casse-cou au grand cœur compte bien ramener le pauvre type à la raison par tous les moyens nécessaires. Pendant que Xinran retient docilement la victime, le sauveur se prépare à accomplir un miracle médical. Xiang Yang, pointant la pointe de l'épingle à cheveux vers son cou, s'apprête à ramener le pauvre homme à la conscience d'un geste précis et rapide. Mais il est soudain interrompu par un cri de la foule. Ce moment important est interrompu par le cri strident d'un vieil homme dans la foule qui décide soudain de contester les compétences médicales du garçon. D'un ton parfaitement calme, le jeune homme expliqua au grand-père grognon qu'il connaissait bien l'ancienne technique de l'acupuncture. Perdant patience, le vieil homme en colère, coiffé d'un chapeau ridicule, prouve avec véhémence à la foule son droit exclusif de guérir les gens. Pris de panique, le grand-père appelle l'infirmière à l'aide, espérant mettre l'insolent à la porte avant qu'il n'ait le temps d'utiliser son étrange thérapie sur le malheureux patient. La jeune fille obéissante serrait fort la main du héros, le suppliant en larmes de ne pas interférer avec le grand maître.
Faisant de son mieux pour éloigner l'homme, la pauvre fille panique tout simplement à l'idée d'une nouvelle réprimande de son méchant patron. Ce médecin sûr de lui ne comprend sincèrement pas comment on peut apprendre la médecine à partir de courtes vidéos sur internet. Le misérable aux cheveux bleus reprend soudain ses esprits, et la foule choquée proclame aussitôt Xiang Yang comme le sauveur. Face à une fin aussi incroyable, le vieux docteur explose littéralement dans un cri sauvage d'incompréhension absolue. Un grand-père et une infirmière traînent un pleureur nichard aux cheveux bleus qui se plaint des hélicoptères, et le grand-père se creuse la tête sous le choc. Charmé par le talent du héros, le témoin ne tarit pas de compliments, vantant ses mains d'or et le qualifiant de seul véritable sauveur. Le garçon modeste se contente de sourire gentiment en guise de réponse, balayant les compliments d'un revers de main comme une mouche importune. À peine remis de ses émotions, Chunming a inondé le sauveur de menaces, lui promettant une vie douce et lui faisant amèrement le regretter. Un médecin rusé conseille à un patient psychotique de prendre soin de ses nerfs, sinon il devra être soigné à nouveau. Suffoquant de rage impuissante, le garçon aux cheveux bleus maudit son adversaire, incapable de supporter ce regard indifférent et cette aura de supériorité absolue. Le vieil homme effrayé recommande vivement à l'homme agressif de ramper immédiatement vers la maison. L'épileptique offensé, déjà en train de s'éloigner, se retourne et promet d'un ton menaçant à l'homme aux cheveux roux qu'il continuera sans aucun doute. Poussant un soupir de soulagement, le héros fatigué se réjouit sincèrement de la disparition tant attendue de ce type problématique. Reconnaissante, Xinran décide de faire prendre du poids à son sauveur en l'invitant à dîner. Le rouquin, abasourdi, refuse de croire les paroles de la redoutable directrice et hurle son incrédulité dans toute la rue. Se retrouvant dans un restaurant chic, une fan inconditionnelle perchée sur un talon aiguille bave devant les plats tutumei, somptueux, qui s'offrent à elle. Les yeux de la jeune fille affamée brillaient littéralement d'une joie sauvage, à la vue d'un festin aussi gigantesque. Le généreux Xiang Yang lui conseille de se gaver, ce qui ne lui vaut qu'un gémissement de satisfaction en guise de réponse. Un soudain regain de conscience amène l'invité à douter de sa place à ce dîner mondain. Tout en consolant son ami, le sauveur rusé ajoute une touche finale à son exploit, tandis que le véritable client du banquet bouillonne de colère. Le talon pointu du patron s'enfonce vengeresement dans le pied du bavard sous la table, le faisant grimacer. Xinran, d'un ton glacial, exhorte tout le monde à détruire rapidement la nourriture, interrompant ainsi les tentatives ridicules de l'homme pour exprimer son indignation. Pendant ce temps, des serveurs suspicieux observent la compagnie, comparant avec tension le visage du patron avec la photo. Les employés malfaisants du service de restauration finissent par reconnaître le riche client comme leur principale cible criminelle de la soirée. La serveuse rusée murmure malicieusement à sa complice que le stupide poisson s'est fait prendre tout seul dans leur filet. Passant à l'exécution de son plan machiavélique, la serveuse apporte au garçon, qui ne se doute de rien, une bouteille de champagne. Évoquant l'anniversaire de l'établissement et une promotion inattendue, la jeune fille explique au garçon qu'il s'agit d'un cadeau pour les couples, offert par le restaurant. Un homme riche et sa compagne passent devant la table et, en entendant les propos de la serveuse, discutent obstinément du trio en le dénigrant. Les clients du restaurant ont également remarqué le trio, idéalisant leur rencontre avec une pointe de désapprobation. La jeune écolière se leva de table dans l'espoir de démentir les rumeurs. S'adressant à une jeune fille qui passait et qui était en couple avec un garçon riche, la jeune fille aux cheveux roses lui explique leur relation, celle d'un professeur et d'un élève, et exige des excuses. Stupéfaite par l'audace de la jeune fille, la visiteuse se tourna vers elle avec un regard féroce empreint d'orgueil blessé. Insultant son adversaire, la tante adulte saisit l'écolière par les cheveux. Pour défendre son fan, Xiang Yang se leva de table et exigea la libération de l'écolière. À ce moment-là, Xinran était resté seul à table, ce que la serveuse remarqua, faisant un signe à son complice. Saisissant le gamin riche par le col et le laissant tomber à plusieurs reprises, Xiang Yang lui expliqua clairement son erreur. La maîtresse du gros homme ne resta pas non plus en paix, et, après avoir reçu une leçon, elle s'assit par terre et éclata en sanglots. Après avoir soustrait sa fan à ses bourreaux, le jeune homme est véritablement surpris par l'étrangeté et la méchanceté des gens. De retour à table, Xiang Yang constate que Xinran a disparu. Ce colosse musclé a réussi à se débarrasser de sa copine en 1 seconde, puis a tout simplement renvoyé sa compagne chez elle. Le vieil homme barbu au chapeau a soudainement renvoyé tous les serveurs, envoyant le type baraqué directement en cuisine pour régler le problème. L'homme fort partit si brusquement que son compagnon en resta bouche bée, complètement déconcerté. Derrière la clôture en grillage, un type à l'air suspect tripote le coffre d'une voiture tandis qu'un homme aux cheveux roux le fixe avec une horreur absolue. L'homme à moitié nu, encourageant bruyamment ses assistants maladroits, les oblige à pousser rapidement la pauvre fille dans le coffre. Voyant l'enlèvement,
le géant aux cheveux roux hurla le nom de la fillette comme si cela pouvait arrêter les méchants par magie. La pauvre bête, les mains et les pieds liés, la bouche scotchée, ne fait que lancer des regards furieux dans l'espace exigu du coffre. À travers l'épaisse bande adhésive qui lui colle aux lèvres, la jeune fille kidnappée laisse échapper un gémissement inarticulé, tentant désespérément de contacter son sauveur. Agitant furieusement les bras, le chef de gang à moitié nu ordonne à ses fidèles sbires de s'emparer immédiatement du héros. Tel un véritable super-héros, Zhang Yang a sauté par-dessus la haute clôture avec panache pour sauver sa bien-aimée. Après avoir reçu des coups de poing et des coups de pied au visage, les malheureux bandits se transformèrent en cibles vivantes pour s'entraîner aux techniques de combat. Après avoir dispersé ses adversaires dans différentes directions, l'homme contemple calmement le champ de bataille et ses ennemis tombés au combat. Tandis que le héros aux cheveux roux agite ses poings, les ravisseurs emmènent la pauvre fille à toute vitesse dans une direction inconnue. Avec une lueur malicieuse dans les yeux, le vengeur jure de capturer les ravisseurs à tout prix et de sauver son ami. Profitant de l'occasion, cet homme sort frénétiquement son téléphone pour informer rapidement le policier de l'enlèvement qui a eu lieu. Menkin ordonne à l'homme de se rendre au département et, dès qu'ils sauront où se trouve Xinran, de la retrouver immédiatement. Obéissant sans broncher, Xiang Yang monte dans sa voiture et fonce à toute vitesse vers le poste de police. Arrivé au commissariat, le jeune homme trouve l'agent au travail, en train de s'enquérir de l'avancement de son dossier. La jeune fille remet une tablette contenant des informations sur l'itinéraire des ravisseurs, indiquant qu'ils se sont arrêtés dans un entrepôt abandonné. D'une seule voix, 2 héros courageux se préparèrent à affronter les méchants. Pendant ce temps, des cris se font entendre aux alentours de l'ancien entrepôt. Apparemment, quelqu'un hurle hystériquement sur ses subordonnés. Un chef de gang arrogant réprimande ses complices pour ne pas avoir exécuté le plan correctement. L'un des hôteliers, portant le réalisateur kidnappé sur son épaule, assure à son maître qu'il peut rester calme, malgré quelques petits problèmes survenus. L'homme chauve jeta son butin par terre, prouvant ainsi que la tâche avait été entièrement accomplie. Avec un sourire narquois, le ravisseur saisit sans vergogne la jeune fille par le menton, admirant sa beauté et anticipant l'énorme profit que lui rapportera la capture d'une proie aussi précieuse. Après s'être libéré du ruban adhésif qui lui léchait la bouche, Xinran exige avec colère des réponses des bandits. Qui ils sont et pourquoi ils ont osé l'enlever. Le bandit aux cheveux bleus pointe un couteau pliant de façon menaçante sur la jeune fille, kidnappée, la forçant à se taire d'horreur. Pressant moqueusement la pointe de son couteau contre le chemisier de Xinran, le bandit propose de révéler à son père le secret du pou, du dragon caché en elle. Ne comprenant absolument pas le sens de ces affirmations, le captif, complètement déconcerté, demande au bandit de quelles autres absurdités il parle à propos de ce pou. Avec la pointe du couteau, le méchant fait délicatement levier sur le bouton, puis d'un geste léger, il l'arrache du chemisier provoquant un cri hystérique chez la jeune fille. Avec un sourire diabolique, le ravisseur fou lèche la lame et promet à sa victime que son supplice prendra bientôt fin. Avant qu'il ait pu terminer son discours haineux, le ravisseur arrogant et ses complices furent pulvérisés par une puissante explosion. À peine remis de la puissante explosion, ce bandit abasourdi, vêtu d'une chemise bleue, jure furieusement et tente de comprendre ce qui vient de se passer. Prenant une bouffée pompeuse sur sa cigarette, ce maître nageur roux débarque sans invitation à une fête et annonce depuis l'entrée que papa est dans le bâtiment et que tout le monde doit sécher son pantalon. Un bandit enragé, vêtu d'une chemise violette, sort un pistolet et hurle de rage qu'il va maintenant cribler l'intrus de plomb comme un cochon. Esquivant les balles avec un visage impassible, le roux conseille avec mépris au tireur d'aller apprendre le tir de précision. Le bandit abasourdi et sous le choc tente de comprendre comment cela est possible. S'élançant à une vitesse incroyable, Zhang Yang fonce droit sur le chef des bandits armés. Réduisant instantanément la distance au minimum, le garçon assène un uppercut puissant et dévastateur à la mâchoire du chef de gang. Sous le choc violent du coup, le type aux cheveux bleus s'effondre au sol comme une masse, perdant complètement le contrôle de la situation. Le chef, serrant les dents, maudit son agresseur, mais un plan astucieux se dessine soudain dans son esprit. Il se souvient de son otage, timidement ligoté et allongé sur le sol. Remarquant sa fausse petite amie, Zhang Yang devint anxieux, anticipant un danger. Le bandit a soulevé la jeune fille du sol, lui a mis le pistolet sur la tempe et l'a prise en otage. Par peur, la directrice supplie presque en silence Zhang Yang de la sauver. Voyant une telle impudence, le jeune homme conseille furieusement au dandy de ne pas toucher à Xinran. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'entrepôt abandonné, l'officier Menkin donne l'ordre à son équipe de commencer l'opération de sauvetage de Madame Lu. Un hélicoptère est apparu soudainement à grande vitesse au-dessus du bâtiment et s'est immobilisé précisément au-dessus du toit.
Perplexe, le commandant du groupe ne comprend pas à qui peut appartenir cet hélicoptère. Après avoir traîné la jeune fille sur le toit et utilisé une rampe larguée de l'avion, le chef du gang tient son otage en joue, savourant prématurément sa victoire. Impuissante face à la fuite de ce monstre, Zhang Yan n'a d'autre choix que de le maudire. Un instant plus tard, le bandit donne un violent coup de pied dans le dos de la jeune fille, la faisant tomber à plat ventre au sol. Après avoir prononcé des adieux cruels, le dandy aux cheveux bleus pointa son arme sur son otage, avec l'intention de tirer. Craignant une mort imminente, la jeune fille le regarde en silence, horrifiée, tandis que des larmes coulent sur ses joues. Pendant ce temps, Xiang Yang accourt à son secours, se dégageant et réduisant la distance. Le coup de feu et le sifflement d'une balle ont déchiré toute la zone. Elle a atteint sa cible. Cependant, ce bruit fort et effrayant était dû au pistolet de l'officier Meng Xin, qui était parvenu à venir en aide au garçon. La balle a touché le criminel en plein dans la main qui tenait l'arme. Le commandant donne l'ordre à son groupe de se lancer à sa poursuite afin de ne pas perdre ce monstre. Plus tard dans la soirée, Jiang Yang ramena Shinran chez elle et appela le médecin pour un examen. Il apprit alors qu'elle allait bien malgré quelques contusions. Cet homme affable aux cheveux gris nous assure de la nécessité d'une surveillance accrue dans les jours à venir, puis s'en va rapidement. Se rendant compte de son erreur, le Bourou s'excuse auprès de la jeune fille en lui lançant un regard coupable. En échange d'excuses, la directrice stricte cède à un rougissement traître, remerciant le garçon de l'avoir sauvé une fois de plus. Gêné par ce comportement, le garde du corps refuse les remerciements d'un geste de la main et se prépare à partir afin de laisser la victime se reposer. Sans hésiter, la jeune fille saisit le garçon par la main, lui ordonnant de s'arrêter. Les yeux baissés avec timidité, Xinran demande à son sauveur de passer la nuit avec elle. Ayant interprété la proposition de la jeune fille à sa manière, le garçon fut agréablement surpris par une telle proposition. Impatient de mettre ses idées piquantes à exécution, le héros se précipita vers le lit de la directrice. Se rendant compte qu'une personne aussi lente d'esprit aurait dû être plus précise quant à ses désirs, Xinran se raidit visiblement. Après avoir giflé sans pitié l'idiot aux cheveux roux, la jeune fille éclata en cris et en explications sur son véritable désir. Le lendemain, debout dans le stade de l'école, Zhang Yang repense à la bagarre de la nuit, une fois de plus contrarié que son héroïsme n'ait reçu aucune récompense. Faisant fi des événements de la nuit précédente, le garçon hoche vigoureusement la tête pour se réveiller et se préparer pour le cours. Avant le début du cours, le nouveau professeur observe une scène tout à fait familière. Les écolières se sont alignées en rang strict et les garçons n'arrivent pas à se calmer. Xiang Yang adopta un ton sévère, fixant immédiatement des limites et s'adressant à ceux qui avaient un temps frein, la discipline. Un casse-cou de la foule, accroupi avec des frimeurs bon marché, décida de répondre sèchement au professeur de gym. Reconnaissant le jeune homme comme le chef de la bande de brutes, le jeune enseignant anticipe les représailles à venir. Après avoir remis les voyous à leur place, Xiang Yang s'en prit aux policiers malfaisants, faisant immédiatement comprendre aux canailles que ce n'était pas un endroit où ils pouvaient le jouer. La professeure de gym rousse donne aux écoliers leur première tâche, courir 10 tours de piste. Refusant d'obéir aux ordres du professeur, la blonde éclata de rire, refusant catégoriquement d'exécuter la tâche. Dominant la pente abrupte du terrain de classe, Xiang Yang lui propose un compromis. Courir avec eux, mais à condition que pour 2 tours effectués par le professeur, les élèves n'en fassent qu'un. Au bout d'un moment, l'impitoyable professeur de gym termine son 80e tour, narguant les élèves de sa classe. Haletante, à moitié évanouie, la blonde tente tant bien que mal de laisser échapper que le professeur était né l'année du chien, stupéfaite par son résultat. Pendant ce temps, les filles d'adeptes de la classe, véritables pom-pom girls, louaient l'enseignante de toute leur force. Passant en courant devant ses fans, le jeune professeur de gym leur fait signe et crie des remerciements, savourant les applaudissements. Avant même qu'il ait eu le temps de s'installer dans les tribunes, son plus grand fan a couru vers le marathonien à la musculature imposante et lui a offert une bouteille d'eau. Assis sur un banc, le professeur de gym fut soudain assailli par l'attention de ses fans qui lui proposèrent un massage. Assis à l'écart, le garçon populaire de la classe observe avec envie les filles de sa classe flirter avec le professeur. Incapable d'accepter sa défaite, le blond n'a d'autre choix que d'envier et de s'étouffer avec son propre poison. Le héros offensé ramassa une pierre par terre et la lança en direction du professeur. D'un léger mouvement du doigt, le professeur de gym repousse la pierre qui volait vers lui. L'objet dur a ricoché si violemment sur le doigt en acier qu'il a frappé l'écolier en plein nez, le mettant KO. Voyant le garçon le plus populaire de l'école s'effondrer, le professeur suggère indifféremment de passer à la partie principale du cours, l'autodéfense. Après avoir démontré les bases du combat, Xiang Yang commença à corriger la posture des élèves. Les yeux brillants comme ceux du chat de Shrek, l'étudiante demande au bel homme si elle fait tout correctement. Débordée par l'attention excessive des filles, Xiang Yang est tiraillée entre leur demande de vérifier également leurs mouvements.
Soudain, le stade fut empli du cri d'une femme appelant le professeur de Jim par son nom, auquel il prêta attention. Celle qui criait, c'était Xinran, arrivée en courant avec la mauvaise nouvelle que le proviseur adjoint Zhang était à l'hôpital, emmenant l'enseignante hors de la classe. En entendant le nom de son père, l'homme blond reprit ses esprits et demanda ce qui s'était passé. Le directeur et l'instituteur durent emmener avec eux ce garçon hystérique qui, inquiet pour l'état de son père, faillit défoncer la porte du service. En entrant dans la pièce, le trio fut confronté à une scène surprenante. Un homme, enveloppé de bandages comme une momie, était allongé sur un canapé et une femme d'âge mûr gémissait au-dessus de lui. Ne comprenant pas ce qui se passait, le professeur de Jim décida de demander ce qui s'était passé, s'attendant à réussir à tabasser le directeur. À la surprise générale, je fais bras bleu de sang et les deux. La femme prit la parole et accusa Xiang Yang d'être responsable de l'incident. L'homme aurait proféré des insultes à l'encontre du professeur de sport dans la rue, ce qui lui aurait valu d'être passé à tabac. La dame décida de leur raconter une histoire sur la façon dont elle et son compagnon se promenaient en ville, et comment celui-ci avait critiqué les réussites d'une jeune enseignante. En entendant le nom de Xiang Yang, des skinheads qui passaient par là décidèrent de se joindre à la conversation, demandant si le type rondouillard connaissait cet homme. Le directeur a répliqué sans succès, ce à quoi les voyous locaux ont répondu en sortant un argument oblong en bois. Son récit terminé, la femme continua de renifler, en maudissant le jeune professeur, comme s'il avait croisé le chemin de quelqu'un. Réfléchissant à ce qu'il avait entendu, Xiang reconnut dans cette description des membres de la secte Qingma et comprit qu'il n'était pas prudent de rester à l'hôpital. Sans attendre un instant, le garçon saisit la directrice par la main et l'entraîna hors du service. En descendant le couloir de l'hôpital, l'homme aux cheveux roux remarqua un homme aux cheveux gris, coiffé d'un chapeau, qui ronflait sur le canapé. Xiang Yang fait preuve d'une dextérité remarquable en un instant, arrachant le chapeau élégant de l'homme endormi. Après avoir coiffé la jeune fille de cette coiffe, le professeur de Jim lui demande de se tenir tranquille et de ne rien laisser paraître. À ce geste, l'homme aux cheveux gris se réveilla, arborant un sourire en coin et suivant du regard le couple qui s'éloignait. Le claquement de doigts résonna dans le couloir qui servait de point de départ à l'opération. Une infirmière surgit du coin du couloir de l'hôpital, bloquant le passage au professeur d'éducation physique et à la directrice. L'homme aux cheveux gris en costume se leva également de son siège, ce que remarqua le roux, réalisant qu'ils étaient pris en étau entre eux. L'infirmière et le chef mafieux ont appuyé sur l'accélérateur à l'unisson, fonçant vers le couple avec la détermination et la grâce de mouettes affamées, repérant un chebourek sans surveillance. La furie aux cheveux violets s'éleva dans les airs, décidant de tester la force de la mâchoire de Xinran avec son talon volant. Le courageux garde du corps para le coup de la main, bloquant ainsi le passage vers la jeune fille. La forte emprise de son partenaire sur sa cheville a grandement désorienté l'homme qui courait derrière. Grâce à la leçon magistrale de Xiang Yang sur le lancer d'objets lourds, l'homme a reçu un colis inattendu sous la forme de son propre complice. Les méchants ont finalement réussi à respecter la distanciation sociale, s'éloignant de plusieurs mètres de leur cible avec la grâce de sacs de pommes de terre. Maudissant son déguisement, la jeune fille aux cheveux violets déboutonne sa chemise, se remettant rapidement de l'accueil étourdissant. En voyant ce qui se cachait sous l'uniforme d'infirmière, Xiang Yan le reconnaît. Il s'agit d'une tenue de ninja. Après avoir ôté son uniforme, la jeune fille émet un sifflement sonore, qui sert d'ordre à l'escouade de ninjas pour entrer en combat. Donnant un ordre à sa foule de voyous, la jeune fille se leva et ordonna à tous de s'emparer de la cible. Prenant la jeune fille par la main, Xiang Yang lui ordonne de courir et change de direction. Le blond resta sans voix lorsqu'un couple fit irruption dans sa chambre, provoquant un vacarme incompréhensible. Comme un petit chien, le professeur de Jim aux cheveux roux attrapa le garçon par les cheveux et lui ordonna de se taire en le tirant avec lui. Saisissant les garçons dans ses bras, Xiang Yang sauta par la fenêtre, leur offrant une leçon improvisée de parachutisme à grande vitesse. Le trio se précipita en bas tandis que les larmes du blond, plus puissantes qu'une lance à incendie, arrosèrent la façade au rythme de son cri paniqué. Pendant ce temps, un groupe de méchants entra dans la pièce d'où le groupe de gars avait été catapulté. Regardant par la fenêtre brisée, le méchant aux cheveux gris maudit le professeur de Jim qui le quitte. La jeune fille aux cheveux violets ordonne au groupe de laisser les garçons qui partent tranquilles, expliquant que la rue est trop encombrée. En regardant la fenêtre vide, la fureur se contenta de sourire mystérieusement et admit que ce Xian Yang avait réussi à la surprendre véritablement. Atterrissant sur des sacs poubelles, l'homme aux cheveux roux s'enquiert avec inquiétude de l'état de la jeune fille, tandis que l'homme aux cheveux blonds, hystérique, se remet de sa peur. Sous le choc de tout ce qui s'est passé, la jeune fille est incapable de prononcer quelques mots, se contentant d'acquiescer de la tête. Après avoir rassemblé ses idées, Xinran confie à son garde du corps qu'elle s'est légèrement blessée à la jambe.
Sans hésiter, Xiangyang prit la jambe de la jeune fille sous prétexte d'un examen local. Après avoir retiré la chaussure de la directrice, le professeur bienveillant remarqua une éraflure sur son pied. Durant l'examen, la jeune fille a crié de douleur. Avec un rougissement intense et l'air d'un maniaque enthousiaste, Xiangyang promet un massage doux. Ayant reçu un consentement timide, ce géant, rouge de joie, s'épanouit comme s'il avait gagné au loto. La témoin se figea, se demandant si le grand gaillard soignait le talon de quelqu'un d'autre ou s'il essayait simplement de la séduire de cette façon si étrange. Au beau milieu d'un massage douteux, elle décida soudain de découvrir pourquoi tout le monde voulait la tuer et de quel genre d'impulsion draconique il s'agissait. La blonde fut décontenancée par la question concernant le pouls du dragon, tandis que le sévère maître masseur cherchait péniblement dans sa tête une réponse digne de ce nom. Après un violent coup à la mâchoire, le garçon comprend vite la leçon, le maître lui faisant clairement comprendre que certains secrets doivent rester cachés au regard indiscret. Le géant roux, irrité, décida de mettre fin aux questions inutiles, et sans se retourner, assomma tout simplement le blond curieux d'un puissant coup de coude. Passant doucement son bras autour des épaules de la jeune fille, le héros aux cheveux roux évita de répondre directement, promettant de tout lui expliquer plus tard et l'assurant qu'il était là uniquement pour la protéger. Touchée par une telle sollicitude, la jeune fille acquiesça docilement d'un signe de tête, confiant finalement son destin à cet étrange mais fiable protecteur. Dans une cachette inconnue, le chef du gang entra dans une rage folle, jetant des objets de la table, réalisant que sa cible lui avait échappé. Fou de rage, le chef réprimanda sa subordonnée, la traitant de ninja inutile du clan et déclarant qu'elle ne servait absolument à rien. La tête baissée, Lofodover, les subordonnés écoutaient en silence la tirade furieuse du dandy, n'osant même pas respirer sous son regard glacial. La princesse des enfers suggère à son prince de changer de tactique, car les innombrables escouades de malfrats n'ont pas réussi à attraper leur cible. Avec un sourire en coin, l'assistant suggère au chef de jouer sur les difficultés financières de la cible et, par l'intermédiaire d'anciens camarades de classe, de l'attirer dans un piège préparé à l'avance. Le roux est perplexe face à la soudaineté de ses projets, tandis que son compagnon voit dans cette rencontre inattendue une occasion de trouver de nouveaux sponsors. Baissant ses lunettes de soleil, la jeune fille invite en plaisantant son garde du corps à aller faire les courses. En parcourant les rues étroites, Xiang remarque la multitude de belles jeunes filles qui se mêlent à la foule. Au lieu de chercher des vêtements pour une réunion importante, le type flirte avec les filles qui se tiennent derrière la vitrine du magasin. Un appel soudain de son compagnon l'interrompit dans cet agréable passe-temps. Sinran a trouvé un costume pour son compagnon et lui demande de l'essayer. En sortant de la cabine d'essayage, Xiangyang enfila un élégant costume noir avec une chemise et une cravate rouge. Habitué à voir le type en t-shirt gras, Sinran ne s'attendait pas à ce que ce bel homme aux cheveux roux porte aussi bien les costumes. Après avoir réduit le personnage à des homonymes, le réalisateur et l'employé du magasin décidèrent de corriger plusieurs détails de son image. Ébloui par l'attention féminine abondante des deux côtés, le héros a du mal à contenir sa colère. Le même épileptique aux cheveux bleus apparaît dans le magasin, accompagné de deux dames, ne manquant pas l'occasion de souligner son statut de personne importante. Pour défendre sa subordonnée, Xinran intervient dans la conversation, suggérant au prétendant malheureux de se laver la bouche au savon. Avec le soutien de ses compagnons, Chunming qualifie Xiangyang de vagabond typique. Tentant de ridiculiser le professeur de gym, le pauvre type insulte l'apparence luxueuse de ce dernier. Un coup de pied furtif interrompit les marmonnements de l'étrange type aux cheveux bleus qui se demandait si la prof aux cheveux roux aurait assez d'argent pour une telle veste. Après avoir volé sur plusieurs mètres et pressé son museau contre le mur, Chunming atterrit sur le sol. En observant la chute gracieuse, Yang demande au pauvre homme s'il doit considérer tout ce spectacle comme une offre pour payer le costume. Les compagnons inquiets de Chunming accoururent aussitôt vers lui demandant s'il allait bien. Furieux d'une telle impudence et d'une telle assurance, l'excentrique aux cheveux bleus prononce avec colère le nom de son agresseur. Le jeune homme présente fièrement sa carte dorée, ignorant les cris de la foule et surprenant l'employé du magasin. Un homme en colère, les dents serrées et furieux contre son adversaire, qui a déjà réussi à l'humilier 2 fois en public. Ayant perdu le contrôle de lui-même, le fou ouvre grand la bouche dans un cri perçant, appelant à l'aide et serrant furieusement les poings en reconnaissance de sa propre impuissance. Les gardes arrivent à l'appel de Monsieur Wang qui, furieux, ordonne à ses hommes de donner immédiatement une leçon aux coupables. Un groupe de gardes costauds réagit instantanément à l'ordre, criant leur accord à l'unisson et se préparant à éliminer immédiatement tout obstacle sur le chemin de leur chef. Le jeune homme, impressionnant,
parle avec arrogance de l'influence de sa famille, promettant de provoquer un énorme scandale et de tout réduire en miettes sur le champ. Tandis que Xinran attend le coup avec horreur, l'homme roux et insolent se contente de sourire avec arrogance, mais un cri menaçant interrompt soudain la bagarre. Le bruit des combats ayant été remplacé par le cliquetis des talons, le maître des lieux s'avance vers les intrus, protégé par le dos imposant d'énormes gardes du corps en costume. Le type aux cheveux bleus se transforme en enfant vexé et se plaint auprès du propriétaire de la boutique au sujet de son adversaire. Remarquant un profil familier, la femme à la silhouette remarquable se fige, n'en croyant pas ses yeux. Elle reconnaît les traits du grand fondateur de l'école dans cette intruse. La femme, sous le choc, réalise que le légendaire maître Xiang se tient devant elle, en possession d'une carte unique. Stupéfaite, Yanyu se jette dans les bras du héros aux cheveux roux, cherchant dans les yeux du maître une étincelle de reconnaissance et espérant que des années de séparation ne les carlent pas effacées de sa mémoire. Xiangyan regarde la jeune fille qui court vers lui avec une expression perplexe et se souvient soudain comment, enfant, elle insistait pour recevoir un baiser de sa part. Le garçon, le visage couvert de sa main, endure l'étreinte de Yanyu sous le regard perplexe et perçant de son compagnon. Xinran, saisissant douloureusement l'oreille de la rousse, exige furieusement une explication immédiate concernant sa relation avec cette fille. Au milieu de la confusion, le héros parvient à expliquer à son compagnon jaloux que Yanyu est comme une grande sœur pour lui. Pendant ce temps, le riche gamin aux cheveux bleus se tendit visiblement, réalisant les liens étroits qui unissaient Xiang à des personnes aussi importantes. La queue entre les jambes, Wang tenta de s'éclipser du magasin mais fut surpris en flagrant délit de reddition par Yanyu qui lui demanda où il allait. La brune sévère explique au jeune parvenu qui a construit ce centre commercial, se demandant comment il a osé accuser Xiang de vol. Le regard vide, M. Wang se mit à tirer sur toutes les personnes présentes, réalisant que le professeur de gym aux cheveux roux n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. Tentant de s'excuser de façon pathétique pour expliquer le malentendu, le garçon aux cheveux bleus reçoit un ordre sec du propriétaire sévère, courir aussi vite qu'il le peut. Laissant derrière lui le dernier vestige de sa fierté, Chunming sort de la boutique à la vitesse d'un marathonien olympique. Arrivé au club Tangdu, Xinran commença à raconter comment Yanyu avait héroïquement effrayé le pauvre Wang pour qu'il prenne la fuite, tandis que Xiang attribuait cela à un pur coup de chance, sinon il le lui aurait donné lui-même. En entendant cette déclaration audacieuse, la jeune fille aux cheveux roses donne une petite tape amicale sur le front de son compagnon, le traitant de brute. En entrant dans l'immense salle, le couple observe une foule nombreuse de personnes vêtues de costumes et discutant de divers sujets juste à côté d'un grand buffet. Le charmant couple a été remarqué par un homme en costume rose, assis dans son fauteuil avec 2 gardes du corps qui signalaient au téléphone l'arrivée de Madame Lu sur les lieux. En traversant l'immense hall, toutes les filles présentes enviaient Nsinzat et son beau petit ami. Une jeune fille aux cheveux violets, coiffée au carré, un verre de vin à la main, décida de demander à son amie où elle avait trouvé un garçon aussi beau, ce qui la fit timidement rire. La jeune fille n'a pas fait semblant d'être timide et a demandé directement au garçon s'il était sérieux avec Xinran. Pendant ce temps, les dandys en costume discutaient et enviaient en secret le garçon pour son physique et sa chance d'avoir conquis la plus belle fille du lycée. Dans la foule, un épileptique envieux ne faisait que maudire mentalement son adversaire roux. Le faible remarqua un homme en costume rose assis à l'écart des autres et le reconnut comme une vieille connaissance. Le flagorneur, sans rater une occasion, s'approcha de l'homme pour le saluer et s'enquérir de sa santé, s'inclinant presque à ses pieds. Tournant son attention influente vers la puce, M. Du ne s'embarrassa pas de cérémonie et lui demanda d'un ton irrité ce qu'elle voulait. Non sans mal, l'étrange individu aux cheveux bleus révéla qu'il avait appris que la mère de Xiangyang avait construit le centre commercial Fenghua. Remarquant qu'il se souvenait de l'appel d'offres perdu par M. Du, Chunming propose son aide pour se venger. Intrigué par ce plan de flagornerie, l'homme l'écouta avec intérêt. Alors que le couple discutait tranquillement avec les participants à l'événement, quelqu'un a interpellé Xinran, ce qui a attiré son attention. Se tournant vers celui qui l'avait appelé, le maladroit renverse le verre de vin des mains de son ami. La tache rouge à moitié sèche s'étendit sur tout le chemisier de Xinran, laissant la marque habituelle, comme lors d'un test de Rorschach. La connaissance s'est immédiatement mise à s'excuser, endossant toute la responsabilité de sa maladresse. Entendant le bruit, le monsieur aux cheveux roux s'approcha de sa compagne pour lui demander si tout allait bien, ce à quoi elle répondit qu'elle allait se changer. Prenant l'initiative, sous prétexte de corriger son erreur, la jeune fille aux cheveux violets a demandé qu'on emmène Xinran aux toilettes. Remarquant la personne épileptique qui observait dans l'ombre, Xiangyang se demanda si cette idée était vraiment sans danger. Un sourire malicieux se dessina sur le visage de la jeune fille en robe violette tandis qu'elle conduisait Xinran dans la pièce. La directrice se raidit visiblement en voyant ce même idiot de Chunming et M. Du dans la pièce, attendant patiemment l'arrivée de la jeune fille.
Avant qu'elle puisse reprendre ses esprits, la jeune fille qui accompagnait Xinran lui a aspergé le visage du contenu inconnu de la bombe aérosol. Ses jambes flageolèrent et sa vision se brouilla. La directrice s'effondra, épuisée, sur le lit, observant les terribles grimaces des personnes penchées au-dessus d'elle. Tout en allumant une cigarette, l'impitoyable Monsieur Du exige que Chunming fasse attention. Enlevant sa ceinture, l'épileptique aux cheveux bleus et aux yeux de maniaque affirme avec conviction le sérieux de ses intentions. Incapable de lever le petit doigt, Xinran supplie Chunming de ne rien faire de stupide. Le garçon pubère, malveillant, refuse avec sarcasme d'écouter la fille sans défense. Le combat est brutalement interrompu par un bruit assourdissant qui emplit toute la pièce. Xiang Yang défonça la porte et fit irruption dans la pièce en exigeant qu'elle retire ses mains de son compagnon. Tous ceux qui se trouvèrent dans la pièce à ce moment-là ont remarqué l'invité surprise. La théière sifflante aux cheveux bleus fut complètement surprise par l'arrivée de Xiang Yang. Se prenant pour Bruce Lee, Monsieur Du jeta sa cigarette et déclara qu'il s'occuperait lui-même du fauteur de troubles. Le garde du corps roux exige une nouvelle fois la libération de la jeune fille, ce à quoi il se heurte à un refus catégorique et à des instructions claires quant à ses déplacements. Le vieil homme tenta de frapper l'homme, mais le coup était si lent que Jiang Yang l'esquiva sans effort. Saisissant Monsieur Du par sa chemise de marque, le jeune Jackie Chan le jeta sans ménagement par-dessus lui. En quelques secondes, le luxueux tailleur rose avec sa propriétaire s'envola directement vers la sortie de la chambre d'hôtel. Des agents de sécurité qui passèrent dans le couloir ont aperçu un étrange tumbleweed, choqués et émerveillés par la danse breakdance de leur patron. 2 gardes se sont approchés pour vérifier l'état de Monsieur Lin, ordonnant au 3e d'appréhender le délinquant. Un employé de l'hôtel est sorti en entendant le bruit et, observant la scène, a décidé d'appeler la police. Au bout d'un certain temps, plusieurs voitures de courageux policiers sont arrivées à l'entrée de l'hôtel. Après avoir assommé les gardes, Xiang Yang lance un regard noir au maître de l'hystérie qui en réponse menace héroïquement de hurler de façon assourdissante. Le regard empli de soif de sang, le berserker aux cheveux roux se demande quel mal Madame Xinran a bien pu faire à cet épileptique pour qu'il se comporte ainsi. Ce type aux cheveux bleus ne fait que clamer ses désirs lubriques pour cette fille. Extrêmement outré par ce qu'il a entendu, Yang se retient de toutes ses forces, demandant à nouveau pour s'assurer qu'il n'a pas mal entendu. Chunming remarqua que son adversaire s'apprêtait à porter un coup fatal et décida de lui rappeler l'illégalité de frapper les gens. Anticipant une représaille très brutale, Jiang Yang avait déjà levé le poing vers l'individu étrange. Cependant, l'intervention dentaire visant à extraire plusieurs molaires est interrompue par un ordre sévère donné par un officier qui entre dans la pièce. Xiang Yang, arrêtant le coup à 1 centimètre des lèvres de Chunming, tourna son attention vers les policiers qui étaient entrés. Tandis que le colosse roux est surpris par l'arrivée de sa vieille connaissance, l'épileptique se tend, réalisant qu'il serait emprisonné pour ce qu'il a fait à Xinran. Profitant du moment où le vengeur reportait son attention sur le commandant, la gymnaste aux cheveux bleus commença à s'échapper par la fenêtre. L'officier Meng Qin ordonne à ses hommes de main de capturer Chunming, tandis que le lent Xiang Yang réalise ce qui se passe. Finalement, le héros aux cheveux roux réalisa que sa cible s'enfuyait, et au moment où il s'apprêtait à sauter par la fenêtre pour la suivre, il fut arrêté par la voix timide de Xinran. Serrant son vaillant chevalier dans ses bras, la pauvre fille le supplie de ne pas partir. Levant ses yeux embués, elle demande à ne pas être laissée seule. Avant qu'il puisse expliquer à la furie qu'il devait s'échapper, Xinran lui demanda de l'aide car elle se sentait très mal. Dans l'esprit du professeur de gym lubrique, une bataille féroce se livre entre un ange et un démon, lui offrant 2 issues totalement différentes. Dès que la main de la jeune fille a touché la ceinture en cuir de marque, le garde du corps roux a été choqué et a bondi en arrière comme un chat ébouillanté. D'un doux mouvement de la main, le courageux héros combla la jeune fille en tout point. Le son strident et les vibrations du téléphone dans la poche interrompirent dans ce moment romantique. À l'autre bout du fil se trouvait l'officier Menkin, qui appelait avec l'ordre pour que Xiang Yang se présente au poste car ils avaient le capturé Lin Xingyan. Dans la salle d'interrogatoire, l'agente s'efforçait d'obtenir des informations sur les liens entre le suspect et May Bowenham. Face au refus gêné de cet homme respectable de fournir des informations, la jeune fille lui montra les échanges sur son téléphone en précisant qu'ils avaient tout planifié ensemble. Après avoir traité le policier d'imbécile, le suspect n'est pas pressé de témoigner et se sent très confiant. La jeune fille ne pouvait supporter un tel traitement, et, serrant avec colère le morceau de papier, ses yeux se remplirent de cruauté et de froideur. Menaçant de représailles sévères, le subordonné du commandant parvint à la saisir pour la calmer. Monsieur Du a trop confiance en lui et continue de provoquer la bête avec un visage impassible. Un autre officier est arrivé en urgence dans la salle d'interrogatoire pour annoncer une mauvaise nouvelle au commandant. Déjà en colère, la jeune fille n'avait aucune patience pour l'employé. Elle lui lança un regard sec, sous prétexte d'être occupée.
L'homme s'approcha de son commandant et lui murmura les mots du chef de département. Il fallait se séparer de cet arrogant monsieur Du. En apprenant la bonne nouvelle, l'homme en costume rose laissa échapper un rire malicieux, en portant son doigt à sa lèvre supérieure. Entre-temps, Jiang Yang arriva à la gare et s'assit sur les marches en attendant l'officier mannequin. Un instant plus tard, la jeune fille descendit vers le punisseur aux cheveux roux et lui demanda depuis combien de temps il attendait. Remarquant sa connaissance, le jeune homme s'interrogea sur les résultats de l'interrogatoire et se leva brusquement de son siège. Menquin, se tenant la tête entre les mains, informa Yang que l'avocat du narcissique était apparu au milieu de l'interrogatoire et qu'ils avaient dû le relâcher faute de motif de détention. Le professeur de gym suppose que Monsieur Du est lié à la secte Kingma et qu'il ne peut pas être relâché aussi facilement et regarde l'officier avec espoir. Au cours de la conversation, la jeune fille a une idée. Xiang Yang suivra le narcissique en lui donnant le numéro d'immatriculation de sa voiture. Avec un sourire narquois, l'officier exige qu'on ne le laisse pas partir, le rassurant avec confiance qu'il amènera Xiang Yang à l'organisateur. À quelques rues du site, une voiture noire et luxueuse circule tranquillement dans les rues de la ville. À l'intérieur de cette voiture se trouve Monsieur Du, reconnaissant envers son avocat pour sa comparution opportune. Un automobiliste, apercevant dans son rétroviseur un vélo suspect avec un homme dessus, signale la poursuite à son supérieur. Par curiosité, le narcissique regarda par la fenêtre pour identifier l'homme qui les suivait. Avec la vitesse d'un cavalier fantôme, Xiang Yang, sur son cheval de fer, fonce à toute allure en maudissant sa cible. Monsieur Du, stupéfait de voir l'homme à vélo les rattraper, ordonne à son chauffeur d'accélérer. L'accélérateur est enfoncé à fond et l'odeur de caoutchouc brûlé se répand dans le quartier, tandis que Xiang Yang peine à rattraper la voiture. Arrivé dans une rue très fréquentée, le conducteur met en garde son patron contre les dangers de la vitesse excessive, ce à quoi le patron répond avec une indifférence totale, ne souhaitant que s'éloigner du chauffard imprudent. Comme dans un film de la série Fast and Furious, la poursuite se poursuit jusqu'à ce que les deux conducteurs arrivent dans une zone piétonne. Après avoir immobilisé la voiture au coin de la rue, le chauffeur informa son patron qu'il ne pouvait pas aller plus loin. L'étrange individu en costume rose sortit en courant de la voiture et renvoya son subordonné. Alors qu'il fait déraper son fidèle vélo dans un virage, Xiang réalise qu'il doit continuer à pied à partir d'ici. Le marathonien roux s'élança, sautant de son vélo au passage. Jean se lança à sa poursuite, observant la silhouette en costume rose se frayer un chemin sans ménagement parmi les passants. Confiant en ses capacités, le professeur d'éducation physique comprend que l'objectif est inarrêtable et qu'il l'atteindra sans aucun doute. Dans la foule, le professeur entend une voix douloureusement familière proposer des encas froids. C'était ce même fan fidèle qui voulait te gagner de l'argent de poche. Xiang Yang a crié à King Yu de s'écarter, mais l'élève, un peu simplette, n'a eu le temps de se retourner qu'au son de sa voix, reconnaissant son professeur. L'un s'est précipité vers la jeune fille, lui a saisi la main et a ourdi un autre plan machiavélique. Ping Sweet a pris en otage l'élève de Xiang Yang, menaçant de lui tordre le cou s'il s'approchait. Figé à distance de sécurité, le jeune homme traite son adversaire de maniaque d'un ton menaçant, espérant que ce flot d'insultes finira par toucher cet homme glacial et fier. La jeune fille fougueuse, insatisfaite de l'étreinte de l'homme, lui mordit la main, le faisant crier de douleur. Profitant de l'occasion, Qingya se libère de l'étreinte de fer du colosse et s'enfuit, tentant d'échapper à son poursuivant le plus rapidement possible. La jeune fille a à peine eu le temps de se baisser avant que son professeur, tel Jackie Chan, ne plaque son mocassin contre le visage du délinquant. Après avoir assommé Lin, le professeur de gym s'est immédiatement précipité vers la jeune fille pour s'enquérir de son état. L'adrénaline retombée, Qingya éclata en sanglots, prise de peur et de confusion, tandis que Xiang tentait de la réconforter et de la protéger. Avec une marque sur la joue, l'homme parvint à se relever afin de mettre à exécution un autre plan insidieux. Hurlant des menaces et des injures, le courageux monsieur Lin, ses talons scintillant dans le vide, s'enfuit à toute vitesse dans l'autre direction. Ne voulant pas laisser son élève seul dans un tel état, Xiang Yang laissa partir le coureur, jurant qu'il se reverrait très bientôt. Pour reprendre son souffle et se rafraîchir, le garçon a entraîné la fille jusqu'au café le plus proche. Qingya, regardant son professeur avec des yeux aimants, est surpris par cette rencontre inattendue. Tout en mâchant un morceau de nourriture, Xiang l'assure que ce n'est qu'une coïncidence et lui demande pourquoi elle travaille à temps partiel dans ce quartier. La jeune fille était perdue dans ses pensées, murmurant qu'on avait désespérément besoin d'argent pour le traitement de sa mère. Cet exploit intéressa le combattant aux cheveux roux, qui lança des éloges à la jeune fille. Au bout d'un moment, une serveuse s'est approchée de la table et a apporté la commande du jeune homme. Dès que la plaque est apparue dans son champ de vision, il a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Par un raisonnement digne de Sherlock Holmes, Xiang Yang réalisa que le tofu était coupé de façon suspecte en petits morceaux. L'athlète olympique rousse décida de rappeler la serveuse qui s'en allait. La jeune fille se retourna sans enthousiasme, jouant jusqu'au bout le rôle d'une employée de café consciencieuse.
Xiang comprit rapidement ce qui se passait et lança l'assiette droit sur la bête aux cheveux violets. Protégeant la jeune fille de son corps, le garçon lui demande sournoisement s'ils se sont déjà rencontrés, tout en l'examinant attentivement. Prenant une position de combat de ninja, la jeune fille loua l'attention de l'homme aux cheveux roux. Anticipant une bataille sans merci, l'institutrice conseille à l'écolière de partir. Mais malgré tout ce qui se passe, la jeune fille s'inquiète de sa journée de travail inachevée. Avec un doux sourire, Xiang promet de régler personnellement l'affaire avec son employeur. La jeune fille n'eut d'autre choix que de s'enfuir du café, terrifiée. Remarquant un détail manquant, à savoir l'absence d'un partenaire, le monsieur en costume noir s'empresse d'en informer son adversaire. Le vengeur n'eut pas le temps d'attendre une réponse qu'il sentit un kunai voler dans son dos et, l'attrapant en plein vol, il remarqua ce même gardien. L'homme aux cheveux gris félicite Xiang Yang pour sa réaction, sans la moindre honte de sa tentative ignoble de le poignarder dans le dos. Après avoir posé le kunai sur la table, l'homme suggéra de se passer des politesses et s'enquit de l'organisateur de cette scène. 2 mercenaires, dégainant leurs lames, passèrent à l'attaque, lui assurant qu'il n'avait pas besoin de savoir cela, car il allait bientôt mourir. Luttant désespérément contre de nombreuses attaques, le garçon tente de réfléchir à chacun de ses mouvements. Ayant esquivé le katana du maître moustachu, Xiang jura de les éliminer rapidement. Au beau milieu de la bagarre, Kinga était retourné au café, accompagné de 2 hommes en costume. Les mercenaires remarquèrent les intrus et mirent fin au combat. Le tueur expérimenté s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux témoins et a donné à son partenaire l'ordre de battre en retraite. Après avoir lancé quelques grenades fumigènes, les tueurs ont disparu des radars. Une fois la fumée dissipée et après que tous les spectateurs se soient raclés la gorge, les agents ne purent que s'émerveiller de leur dissolution instantanée. Kinga courut vers son professeur, inquiète de son état. Le jeune homme la rassura rapidement en lui disant qu'il allait le bien, et avant même qu'il puisse poser une autre question, il reçut aussitôt une réponse lui expliquant que, heureusement pour la jeune fille, 2 policiers étaient passés par là. Faisant appel à l'intelligence de son élève, Xiang lui tapota la tête, louant sa réaction rapide. Cependant, une pensée concernant ce qui s'était passé traversa l'esprit du combattant aux cheveux roux, car il espérait que cette fois-ci, il découvrirait où se cachaient les membres de la secte Kingma. Au même moment, 2 mercenaires observèrent les garçons depuis le toit, se plaignant de l'échec de la tentative de représailles. Agenouillée en signe de loyauté, la jeune fille aux cheveux violets demande à son maître la permission d'espionner Xiang Yang, ce qu'il lui accorde. Comme leur objectif est très dangereux, les ninjas comprennent le risque que représente l'opération dans son ensemble et s'attellent à la mener à bien avec des intentions fermes. À la tombée de la nuit, le monsieur aux cheveux roux rentre chez lui, songeant à une nouvelle journée infructueuse. Se souvenant des paroles de son amie policière qui lui avait dit à quel point il était inutile, le garçon ressentit une pointe de chagrin face au poids d'une telle affirmation. Se frottant la clavicule, le jeune homme entre dans la pièce d'un palace. Attendant le moment opportun, la ninja tapie dans l'ombre lance son attaque perfide. Se rendant compte que le poisson a avalé l'appât, l'homme esquive calmement son attaque. Avant que la jeune fille ne puisse reprendre ses esprits, le garçon qui avait magistralement esquivé son attaque commença à parer. Dans un geste magistral, Xiang a piégé la jeune fille, la retenant captive et exigeant qu'elle révèle des informations sur la personne qui l'avait envoyée. Même en position de faiblesse, la ninja parvient à riposter à son adversaire, qui réagit calmement en lui conseillant de ne pas trembler. Passant à des méthodes brutales pour obtenir des informations, Xiang a déplacé la jeune fille sur le lit et, s'appuyant sur elle, a exigé qu'elle lui dise tout. Au moment le plus inopportun, la voix de Sinran se fait entendre, appelant le héros aux cheveux roux. La jeune fille, sans se douter de rien, entra dans la pièce et s'apprêta à allumer la lumière, demandant à Xiang Yang ce qu'il faisait.